Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition des webinaires Orientation OSE, les métiers de l'industrie du futur. Je me présente, je suis Martine Assard, je suis responsable de l'Observatoire des métiers et des compétences à la Direction générale de l'Institut Mines Télécom. Alors pour rappel, l'IMT, c'est un groupe de 8 écoles, 7 écoles d'ingénieurs et une business school. C'est aussi plus de 13 000 étudiants et un réseau d'écoles partenaires au nombre de 15 répartis sur toute la France. Alors aujourd'hui, nous avons donc le plaisir d'être accueillis chez Airbus Hélicoptère sur le site de Marignane. Et nous aurons donc le plaisir de pouvoir accueillir un grand nombre de personnes pour vous faire un focus aujourd'hui sur l'aéronautique, sur tous ces métiers, en tout cas une grande partie des métiers et particulièrement des métiers d'Airbus Hélicoptère, parce que vous le savez, effectivement, le secteur de l'aéronautique est un secteur en pleine croissance. C'est le patron d'Airbus d'ailleurs qui a signalé avoir des carnets de commandes pleins jusqu'en 2032. Donc pour les produire, ces avions et ces hélicoptères, eh bien, il faut des effectifs. Et donc ce sont autant de belles carrières et des postes à pourvoir dans ce secteur. C'est ce que nous allons vous montrer tout au long de cette émission. Alors pour vous rappeler aussi, ce webinaire est une déclinaison du MOOC OSE, les métiers de l'industrie du futur. Un MOOC qui est disponible sur la plateforme FunMOOC, qui vous permet de pouvoir découvrir tous les métiers de l'industrie autour de 6 grandes fonctions clés et avec 18 métiers qui vont de l'opérateur au technicien jusqu'à l'ingénieur et qui vous permettent en tout cas de vous immerger dans cet univers industriel souvent méconnu, mais qui gagne à pouvoir être en tout cas plus objet d'intérêt par les jeunes comme par les adultes. Alors, avant que je vous propose un petit peu le programme d'aujourd'hui, je vais déjà simplement vous partager un petit sondage pour savoir un petit peu le profil de vous qui nous suivez en ligne. Donc, je vous laisse le temps d'y répondre. Et simplement, je vais en profiter donc, pour vous donner un petit peu les différentes étapes de ce moment que nous allons partager ensemble. Alors, dans un premier temps, eh bien, vous aurez nos différents invités qui vont un petit peu nous retracer leur parcours et leurs activités au sein d'Airbus Hélicoptère. Nous aurons également donc une séquence orientation qui sera assurée par l'ONICEP comme à chaque édition. Et enfin, un temps de questions-réponses. Donc là, n'hésitez pas, vous avez dans l'interface de ce webinaire un champ dédié au bas de votre écran, questions-réponses. Donc n'hésitez pas d'ores et déjà à les poser de manière à ce que nous puissions avoir ce temps d'échange en fin d'émission avec vos questions. Voilà. Alors sans tarder, moi je vais déjà accueillir notre premier invité. Donc j'accueille Pascal Kuhn, qui est donc je t'en prie Pascal, qui est donc le DRH France d'Airbus. Bonjour Pascal. Bonjour. Et alors oui, juste aussi pour nous dire que je voulais aussi vous présenter avant juste Pascal, donc Frédéric Ronal, qui donc m'accompagne aujourd'hui sur ce webinaire orientation. Donc Frédéric, qui est donc directeur industrie, transport et logistique chez Arkea Banque. Et donc nous interviewerons tous les deux toutes les personnes. Pascal, merci tout d'abord de nous accueillir et de nous faire le plaisir d'être sur ce magnifique site d'Airbus Hélicoptère. Alors, en quelques mots, ton parcours et tes activités au sein d'Airbus. Très bien. Donc tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Marignane, au sein d'Airbus Hélicoptère, qui est un site particulièrement intéressant. Vous allez le découvrir tout au long de l'après-midi, puisque vous aurez la chance de pouvoir faire connaissance d'une quinzaine de personnes qui ont tous des fonctions diverses dans l'entreprise. Et c'est cette diversité que vous allez découvrir, puisque nous sommes un site où nous employons environ 15 000 personnes sur des métiers très très variés. Alors, moi, je vous en parle en introduction. Je suis bien placé pour vous parler des métiers, puisque je suis le DRH pour la France d'Airbus Hélicoptère. Donc, je m'appelle Pascal Kuhn.
Je représente un peu les seniors de l'entreprise. Rassurez-vous, vous allez voir beaucoup de jeunes. Moi-même, j'ai rejoint Airbus il y a 8 ans. Et alors, j'ai rejoint Airbus pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un lieu où il y a vraiment de la passion. Et si vous cherchez une entreprise où vous pouvez exprimer votre passion, eh ben, je vous invite à rejoindre l'aéronautique. J'ai démarré ma carrière en tant qu'ingénieur, puisque de formation, je suis ingénieur agronome, dans l'automobile. Alors, ça peut vous paraître surprenant, mais effectivement, l'industrie est un endroit où vous pouvez, avec des diplômes variés, faire carrière. Et j'en suis un exemple. Donc, je démarre dans l'automobile. Et petite histoire personnelle, quand j'étais très jeune, en fait, j'habitais au sud de l'Alsace. Du côté droit de là où j'habitais, il y avait une grande usine automobile de Peugeot. Et du côté gauche, il y avait une base aérienne qui mettait en œuvre des hélicoptères. Et enfant, je rêvais toujours en voyant ces hélicoptères qui montaient dans le ciel. Bon, j'ai peut-être fait le mauvais choix au début. Je suis allé dans l'automobile et j'y ai passé pratiquement 30 ans. Mais j'ai enfin pu réaliser mon rêve il y a 8 ans. Et donc me voilà depuis 8 ans dans l'industrie aéronautique. Encore une fois, une industrie qui est en plein développement, qui recrute. Donc Airbus Hélicoptère est une filiale du groupe Airbus. Il y a 3 divisions dans Airbus. Retenez que nous employons environ 50 000 personnes en France. Donc nous sommes un gros employeur. Et cette année, en France, nous allons recruter 3 000 personnes. Mais aujourd'hui, vous êtes chez Hélicoptère. Donc Hélicoptère a cette particularité d'être une industrie de petite série. C'est-à-dire que nous livrons, allez, on va dire, un hélicoptère par jour. Donc par rapport à de l'industrie de masse, si je reprends mon expérience passée dans l'automobile, où une usine automobile produit entre 700 et 1000 voitures par jour, nous produisons 400 hélicoptères par an. Alors, quel est l'intérêt pour vous qui êtes jeune ou moins jeune et qui souhaitez rejoindre l'industrie? C'est que dans notre industrie, il y a à la fois la modernité, vous voyez derrière moi des machines, ce qu'on appelle communément l'industrie 4.0, avec de plus en plus d'appareils qui sont connectés, avec une digitalisation très avancée, avec de la robotisation aussi. Mais chez nous, il y a une large part qui est laissée aux femmes et aux hommes qui travaillent en équipe dans l'entreprise. Alors pourquoi? Justement, vous le sentez bien, un hélicoptère par jour, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'activités qui sont manuelles et qu'il y a beaucoup de place pour, je dirais, de la créativité et ce qu'on appelle, nous, du manufacturing. Donc moi, j'aime bien dire qu'Airbus Hélicoptère n'est pas une usine, mais plutôt une manufacture. Et pour compléter le point de vue sur Airbus Hélicoptère, j'aimerais encore vous dire que sur ce site à Marignane, à côté de Marseille, nous développons des appareils. Donc il y a une activité recherche et développement avec plus de 4000 ingénieurs qui travaillent sur site. Il y a une activité de production et il y a une activité de support et de service, c'est-à-dire une activité qui consiste à maintenir les appareils en vol et à assurer leur rétrofit, en bon français, leur modernisation. Donc voilà en quelques mots ce que je peux vous dire sur Airbus Hélicoptère, où nous avons encore une fois le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup, Pascal. Frédéric, tu avais peut-être une question également à poser à Pascal? Oui, merci Pascal pour cette présentation. Quels sont les principaux métiers ou les principales activités qui recrutent aujourd'hui chez Airbus Hélicoptère? Et est-ce que sur ces métiers, certains de ces métiers sont en tension? Est-ce que tu as des difficultés à recruter les bonnes personnes sur certains métiers? Alors l'année dernière, nous avons recruté 500 personnes. Cette année, nous avons la chance de pouvoir recruter 700 personnes. Donc nous sommes en croissance. Et comme je viens de vous le dire, il y a toute la palette de métiers sur Marignane. Ça va donc du développement, de la conception d'appareils à la production et à la maintenance de ces appareils. Donc il faut du personnel qualifié. Ça va du niveau bac pro jusqu'au niveau doctorat. Il y a beaucoup d'ingénieurs, mais il n'y a pas que des ingénieurs. Donc c'est souvent une image un peu faussée qu'ont les jeunes, notamment. Vous pouvez penser que si je n'ai pas fait Polytechnique, je n'ai pas de place dans l'aéronautique. Détrompez-vous. Il y a effectivement des ingénieurs, mais il y a aussi des techniciens. Nous en avons 3000. Et il y a des professionnels dans tous les domaines d'activité, que ce soit les finances, les ressources humaines, les achats. Alors les métiers en tension, je dirais, on a des tensions actuellement en France sur beaucoup de métiers. Ça va d'opérateurs de production, par exemple dans le composite, où nous recrutons actuellement à Paris, notamment pour la production de nos pales d'hélicoptères, en passant par Marignane, où, si je prends l'atelier dans lequel je me situe, donc en mécanique, où nous recherchons également du personnel au niveau bac pro, au niveau BTS et des ingénieurs. Donc c'est vraiment une opportunité pour vous, quel que soit votre niveau de qualification, quelle que soit votre expérience, vous avez potentiellement une place dans l'aéronautique.
Mais si vous avez retenu ce que je vous ai dit en introduction, il y a un critère qu'il faut absolument remplir, c'est la passion. Effectivement, c'est vraiment une valeur et un élément de culture important chez nous. Nous sommes passionnés. Pascal, c'est le message que tu voudrais faire passer? Oui, je crois que c'est important. Quand on débute une carrière, le premier emploi est important parce qu'il détermine souvent la poursuite de votre carrière. Rejoindre l'industrie, je ne peux que vous y encourager car, comme je l'ai dit également au début, l'industrie permet vraiment de faire des carrières quel que soit le niveau de formation. Il y a des besoins importants actuellement et nous accordons une grande importance au parcours de développement professionnel. Donc si vous nous rejoignez, vous pourrez vous développer, vous pourrez faire une carrière dans l'aéronautique, que ce soit d'ailleurs dans les hélicoptères ou chez nos collègues des avions ou des satellites, puisque ces 3 domaines d'activité font partie du groupe Airbus. Alors peut-être un petit slogan si vous voulez, ou une phrase peut-être pour vous inviter à réfléchir. Moi, ma phrase favorite, c'est « Where there is a will, there is a way ». En bon français, ça veut dire « Là où il y a une volonté, il y a un chemin ». C'est-à-dire que bien souvent, ce qui fait la différence, c'est votre volonté, votre envie de progresser. Donc ne vous limitez pas. Chez Airbus, on a l'habitude aussi de dire que la seule limite, c'est le ciel. Donc vous voyez, il y a de la place. Merci Pascal, merci Pascal. Viens avec moi, tu vas t'installer sur un de ces fauteuils et je vais accueillir notre deuxième invité, Benoît Grelle. Benoît va me rejoindre et prendre un micro, peut-être celui de Pascal. Alors Benoît, on a parlé des métiers, on a parlé de tous ces techniciens qui font le quotidien de Airbus Hélicoptères et notamment des ingénieurs. Alors ça tombe bien parce que tu es ingénieur en chef. Alors comment est-ce qu'on fait pour devenir ingénieur en chef chez Airbus Hélicoptères? Et surtout, comment est-ce que tu décrirais ton métier et pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier de l'aéronautique? Bonjour Frédéric et bonjour à tous. Écoutez, tout d'abord, je suis très content d'être parmi vous et de pouvoir partager mon expérience. Je vais revenir sur ta question, mais si tu permets, j'aimerais démarrer déjà en expliquant comment la passion est née en moi sur les hélicoptères et comment j'ai rejoint Airbus. En fait, j'étais à votre place il y a à peu près 20 ans, peut-être un peu plus, 25 ans, ça passe vite. Et puis en juillet 95, il y a eu un sauvetage assez incroyable qui a été fait dans le massif du Mont Blanc où il y avait 5 alpinistes espagnols qui ont été sauvés par un hélicoptère de la sécurité civile. Et c'était un endroit extrêmement escarpé, extrêmement difficile d'accès. Et quand j'ai vu ce reportage, j'ai été impressionné par le fait qu'il y ait une machine qui puisse aller comme ça dans un endroit non préparé, assez hostile, pour aller sauver des vies humaines. Et je me suis dit que ça serait sans doute extrêmement gratifiant de pouvoir participer au développement de telles machines. Et c'est comme ça qu'est née ma passion envers les hélicoptères. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Et c'est comme ça que je me suis dit que vraiment c'est le métier que j'avais envie de faire. Et donc j'ai eu l'opportunité de pouvoir rentrer chez Airbus, je dirais aussi grâce à cette passion. Et puis de gravir un certain nombre d'échelons pour aujourd'hui arriver à être ingénieur en chef du H160. Alors ingénieur en chef, c'est quoi? Ingénieur en chef, en fait, c'est une responsabilité extrêmement importante. En fait, je supervise l'ensemble des activités du bureau d'études qui sont inhérentes à cet hélicoptère qu'on appelle le H160. C'est le dernier né de la gamme chez Airbus Hélicoptères. C'est une machine de moyen tonnage qui, en gros, a une masse décollable d'un peu plus de 6 tonnes. Et c'est une machine sur laquelle on a mis énormément d'innovations technologiques, aussi bien sur le développement durable, parce que c'est une machine aujourd'hui, par exemple, qui consomme 20% de moins que la plupart des hélicoptères traditionnels, je dirais. C'est une machine, si vous la regardez bien, vous verrez qu'elle n'a plus de pale droite. Elle a des pales avec des extrémités en double flèche, qui permet de réduire de façon très significative les nuisances sonores, parce que le bruit perçu est divisé par 2 par rapport à une machine normale. C'est une machine également sur laquelle on a mis beaucoup d'accent sur la sécurité, parce que la sécurité, c'est notre objectif prioritaire. Et donc, voilà, on a vraiment travaillé avec passion pour pouvoir amener cette machine à un niveau technologique assez important. Je vois que tu en parles avec passion. Donc toi, tu t'occupes du bureau d'études. Dans ce bureau d'études, tu accueilles régulièrement, j'imagine, des jeunes recrues, des jeunes ou des moins jeunes peut-être. Quel type de profil tu accueilles dans ce bureau d'études? Effectivement, bureau d'études, nous accueillons tout type de profil. Alors essentiellement des ingénieurs, il y a quelques techniciens, mais c'est vrai que c'est une population qui est plutôt barycentrée ingénieur. On a du mal à recruter
pour être tout à fait franc. Dans certaines spécialités, notamment, on a du mal à trouver des profils qui nous correspondent. Donc, je vous invite tous à En justement... parlant plus spécialement de quel profil, puisque tu t'adresses à nos jeunes qui sont en formation, vers quelle formation il faudrait plutôt les orienter? J'allais y venir. On recherche notamment des profils d'intégration électrique, puisqu'en fait, c'est un peu le cœur du système de la machine. On a beaucoup d'équipements de mission, et donc on a des travaux très spécifiques d'intégration électrique dans la machine qui nécessitent vraiment des connaissances extrêmement pointues. On a également, pour certains types de missions, je parlais comment est née ma passion, notamment sur des missions de sauvetage. On fait des missions de sauvetage avec des treuils, avec d'autres systèmes de mission aussi, et donc on cherche des gens aussi qui sont des ingénieurs, on va dire, mécaniciens d'intégration de moyens mécaniques. Et ça, c'est pareil, c'est des profils qu'on a du mal à trouver. C'est ce type de compétences qu'on cherche essentiellement aujourd'hui pour pouvoir mener à bien nos développements. Alors si tu avais, c'est la question que je vais poser à tout le monde, si tu avais un message à faire passer à tous ces jeunes qui nous écoutent. Alors Pascal m'a un peu devancé, mais je suis complètement en phase avec ce qu'il dit, parce que c'est vraiment, je dirais, l'ADN de l'entreprise, c'est la passion. Parce qu'avec la passion, c'est ce que disait Pascal, on ne se fixe pas de limites. La passion, c'est une source de motivation. La passion, c'est une source de résilience. Et dans notre métier, il en faut. On fait souvent face à des problèmes. Et pour pouvoir les résoudre, il faut faire preuve de beaucoup de résilience. Cette résilience, c'est la conséquence, je pense, de beaucoup de motivation et de beaucoup de passion. Et il faut également aimer le travail en équipe. Et chez Airbus Hélicoptère, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Pascal le disait, quand on vient chez nous, c'est vraiment l'ADN et la culture de l'entreprise, le travail en équipe, la passion. Et donc, si effectivement vous ne fixez pas de limites, si vous avez envie de rentrer dans une industrie qui est à la pointe de la technologie, vraiment, il faut venir chez Airbus Hélicoptère. La seule limite, c'est le ciel. Hein. Je vais avoir du copyright à verser à Pascal. Merci beaucoup pour cette intervention. Benoît. Et on accueille tout de suite Cindy Mécrin, qui est également ingénieure en chef et qui va également nous se présenter. Bonjour Martine, Cindy. bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors pareil, quel est ton parcours Cindy, et pourquoi l'industrie et pourquoi l'aéronautique? Alors, l'aéronautique est une passion, et pour moi aussi, ça a été une révélation au cours de mes jeunes années. Moi, étant adolescente, j'avais un rêve, c'était être pilote de chasse. Donc, ce rêve-là me ramenait à l'aéronautique, et j'ai fini par affiner ce parcours et je dirais mon destin, ma carrière, tout au long de ces années d'études. Donc, à l'issue, à la sortie du lycée, je n'avais pas encore de plan vraiment défini. J'ai décidé de me diriger vers une préparatoire, des écoles préparatoires, de façon à intégrer ensuite une école ingénieur en génie mécanique, un milieu qui est de plus en plus ouvert aux femmes d'ailleurs. À l'époque, on avait à peine 10% de femmes dans les promotions, c'était il y a 15 ans. Et petit à petit, à l'issue de cette école, j'ai eu l'occasion de faire un stage chez Turboméca à l'époque, Safran aujourd'hui, qui est un équipementier aéronautique, qui m'a ouvert à ce milieu aéronautique qui m'intéressait déjà et dans lequel j'ai persévéré et j'ai trouvé mon début de carrière à Airbus Hélicoptère il y a déjà 15 ans aujourd'hui. Et j'ai eu l'occasion de travailler dans des métiers de l'industrie en tant que responsable de transfert industriel vers nos fournisseurs et vers nos filiales. Et depuis 7 ans maintenant, j'évolue au sein du bureau d'études en tant qu'ingénieur en chef, comme Benoît le précisait juste avant. Frédéric, si tu voulais continuer. Oui, alors, tu es la première femme qui passe sur ce plateau. C'est donc toi qui vas essuyer toutes les questions relatives aux femmes. Avec plaisir. On sait que l'aéronautique, on a cette image de l'aéronautique qui est un milieu assez masculin. D'abord parce que c'est des machines qui, dans l'imagerie, sont pilotées par des hommes, sont souvent fabriquées par des hommes. Alors, toi, tu es une femme. Tu disais qu'il y avait de plus en plus de femmes dans ces métiers-là. Est-ce que ce métier attire des femmes? Et dans quel secteur de l'entreprise il est plus facile d'attirer des femmes que dans d'autres? Alors, c'est un secteur qui attire les femmes, oui. Et on en voit de plus en plus, en effet, dans ce genre d'entreprise. Ce sont des métiers communs, en fait, comme n'importe quel métier dans n'importe quelle entreprise. On a, je dirais, plus facilement des femmes aujourd'hui dans des métiers tournés vers la finance, le marketing, la communication.
peut-être qu'il y a une attirance naturelle chez les femmes vers ce genre de métier. En l'occurrence, me concernant, étant scientifique de base, j'ai préféré m'orienter vers des métiers de la production et des métiers de l'ingénierie. Et aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus représentées. Les femmes trouvent de l'intérêt dans ce type de métier par la technicité du métier, la demande et le besoin de rigueur, comme le mentionnait tout à l'heure Benoît. Nous fabriquons des produits de très haute qualité, avec vraiment à la pointe de la technologie. Et les femmes ont ces compétences, ont cette faculté à être très rigoureuses dans le travail qu'elles produisent. Et ces secteurs attirent. Et aujourd'hui, on le voit au sein des équipes, cette diversité est nécessaire pour arriver au bout de nos projets. On a besoin d'avoir des équipes multicompétentes, mais aussi venant de gens différents. Donc femmes, hommes se retrouvent à travailler ensemble et produisent mieux, sont beaucoup plus efficaces dans nos milieux. Est-ce que tu as un message à faire passer pour conclure? Alors, je répéterai Pas le même tout à fait que le les deux même, premiers. Tu as mais pas le en droit. tout cas, dans un choix de carrière et dans un choix de poste, en tout cas, c'est comme ça que j'ai, de mon côté, pris mes décisions dans mon choix de carrière. J'aurais tendance à vous dire, ouvrez-vous aux postes et aux opportunités qui sont offertes. Si vous avez la possibilité de choisir un secteur qui vous plaît, un secteur qui vous passionne, faites-le. Prenez le poste que l'on vous propose et vous verrez, en tout cas dans des boîtes comme la nôtre chez Airbus Hélicoptère, que dans des grandes maisons, il est possible d'évoluer facilement et de changer de poste aussi après quelques années, d'acquérir des compétences et de se diversifier tout au long de sa carrière. Donc voilà, prenez vos décisions avec le plus naturel possible, ouvrez votre cœur et je pense que le chemin des possibles sera ouvert à vous pour le futur. Merci Cindy. En tout cas, Merci moi, beaucoup. ce que je relève, c'est que ce mot de passion revient chez vous trois, cette passion du secteur, du métier, cette envie, souvent très jeune, de vouloir rentrer dans le secteur. Je trouve que c'est un bon fil rouge de dire finalement, on fait un métier de passion et parfois on oublie que l'industrie, ça peut aussi être un métier de passion. Merci Cindy. Merci. Et je rajouterais que du coup, le métier devient un plaisir au quotidien. Absolument. Tu restes parmi nous? Et je pense qu'on va garder le même fil rouge, Frédéric, en accueillant également Eric Graziano. Bonjour Eric. Et alors, si nous sommes effectivement, entre autres, sur ce magnifique site, c'est aussi à Eric que nous le devons. Donc, merci beaucoup, Eric, de nous avoir autorisé à être là et à partager avec nos internautes vraiment la beauté de ce site. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, je te laisse te présenter un peu quelques mots sur ton parcours et sur toutes tes activités actuelles. Ça marche. Donc bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis aujourd'hui responsable d'usine au sein d'Airbus Hélicoptère et donc je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui au sein de la dernière unité de production qui a été développée dans le groupe, qui est sous ma responsabilité et qui permet d'assembler les mécaniques, ce qu'on assemble les gros ensembles mécaniques des hélicoptères qui permettent justement de faire voler nos magnifiques engins. C'est une unité sur laquelle on est très fiers, parce qu'elle regroupe l'ensemble des activités, je dirais 4.0 du 21e siècle, à la fois pour nos opérateurs, pour travailler dans de très bonnes conditions, mais aussi mélangeant les nouvelles technologies, l'informatique, ce qu'on appelle l'IoT, ce qu'on appelle le management digital. Donc c'était très important pour nous de vous présenter aussi aujourd'hui cette ligne de production qui représente le Airbus du 21e siècle et des prochaines années à venir. Alors comment moi je me suis retrouvé en tant que responsable d'usine et responsable de production? Je dirais que c'est un peu... D'aucuns diraient que c'est du destin, d'autres le hasard. Le seul point qui m'a dirigé les dernières années, c'était ma passion pour les mathématiques et la technologie. Et très tôt au lycée, je savais que je ne savais pas ce que je voulais faire vraiment précisément, mais c'était ces deux activités sur lesquelles je voulais continuer à travailler. Donc j'ai fait un bac scientifique dans les années 2000. Ne sortant pas d'une famille qui a fait beaucoup d'études, je me suis beaucoup posé de questions à savoir si je devais intégrer une classe préparatoire, une école d'ingénieur. Et j'ai préféré passer par un DUT. Un DUT qui me permettait à la fois d'assurer mes arrières pour avoir un diplôme en 2 ans et me permettre aussi d'ouvrir les champs des possibles derrière cette IUT. Et c'est ce que j'ai fait finalement, puisqu'à la fin de ces 2 ans de DUT, j'ai pu intégrer l'école des mines de Saint-Étienne par choix
en alternance, parce que ça m'a permis de connaître très tôt le monde du travail. Alors j'étais loin de la responsabilité de production, parce que j'ai fait une spécialité en informatique industrielle, donc je développais des logiciels au sein d'industrie de manufacture de machines de retrait bancaire. Mais c'est comme ça que j'ai pris goût à l'industrie par le biais de l'informatique. Par le biais de l'informatique, j'ai intégré ensuite, à l'époque Eurocopter ou Airbus Hélicoptère, dans les métiers de la supply chain qui demandent des compétences dans cette compréhension des systèmes d'information. Et petit à petit, j'ai évolué dans l'entreprise pour arriver à être responsable d'usine, et que je fais depuis quelques années. Après avoir fait Paris-Le Bourget, je suis revenu ici, dans le cœur de métier de l'hélicoptère, la mécanique. Voilà. Éric, merci. Je savais qu'on aurait quelqu'un de l'école des mines qui serait devant nous aujourd'hui. Donc tu représentes toute l'école des mines, c'est toi. Tu as un accent du Sud. Oui. Est-ce à dire que tu as réussi à joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire travailler dans ta région? Alors la petite subtilité, c'est que l'activité en alternance de l'école des mines de Saint-Étienne se trouve à Gardanne, à Aix-en-Provence. Donc mes cours n'étaient pas très loin de Marseille. Donc c'est pour ça que j'ai pu garder cet accent. Et que tu travailles aujourd'hui à Marignane, qui est la banlieue marseillaise, pour ceux qui ne le savent pas. Tu as parlé de ton expérience. Quand on dirige une unité, comme c'est le cas ici, puisqu'on est dans un des sites que tu diriges, l'évolution pour quelqu'un comme toi, c'est quoi? C'est de diriger des unités de plus en plus grosses? C'est d'aller vers d'autres secteurs? Est-ce que tu serais intéressé, puisque tu as une formation d'informatique industrielle, est-ce que tu serais intéressé par exemple pour aller sur d'autres secteurs du groupe Airbus? C'est un peu la puissance que l'on a derrière un groupe tel que Airbus, c'est qu'on a un champ des possibles assez énorme face à nous et une possibilité de choix de carrière tout au long de notre parcours. Et effectivement, je vous le disais, que j'ai commencé par de l'informatique industrielle, par les métiers de la supply chain, ensuite du management d'opérateurs, de col bleu, responsable d'opération. Et effectivement, ce qui peut m'arriver derrière, c'est un champ des possibles énorme. On peut aller au RH, on peut rejoindre les équipes de Pascal Kuhn, on peut aller faire de la finance, et effectivement, ou continuer dans la même branche de manière verticale, parce qu'on a besoin aussi de verticalisation de la compréhension de nos métiers, continuer à prendre des usines un peu plus grosses dans le groupe, et avoir des passerelles aussi. Ce qui est important, j'insiste, au niveau d'Airbus, c'est on peut avoir des passerelles au niveau de l'avion, on peut avoir des passerelles sur les satellites. Donc il y a un champ vraiment des possibles, je me répète, mais c'est vraiment ça le plus important au sein d'Airbus. Et est-ce qu'on pourrait tuer tout de suite maintenant une idée préconçue qui est absurde pour moi, qui fréquente beaucoup d'industriels? C'est l'usine Salle. On est dans un atelier ici. Je veux vous dire que cet atelier il est plus propre que ma salle à manger. Je ne sais pas si la caméra le voit, je ne dis pas que ma salle à manger, mais en tout cas, on est dans ce qui est aujourd'hui un atelier de production. Tout à fait. Et vous voyez qu'on est très loin de ce qu'on peut imaginer d'un atelier de production. C'est nickel, c'est propre, c'est parfaitement organisé, c'est très robotisé. Tout à fait. Tu peux rassurer tout le monde sur ce point? Je vais vous rassurer encore plus, parce que vous êtes dans un atelier mécanique. On n'est plus dans le garage des années 70. Un atelier mécanique du 21e siècle en 4.0, ça ressemble à ça. Ici, on monte les ensembles mécaniques, les grosses boîtes de transmission, ce qu'on appelle aussi des boîtes de vitesse dans l'automobile, pour caricaturer. Donc on est dans un endroit normalement où on manipule des matériaux sales, mais pour je dirais, la bonne condition de travail de nos opérateurs et d'assurer la qualité de produits qu'on doit livrer à nos clients, on se doit d'être dans des lieux et dans des usines de ce type-là aujourd'hui. En tout cas, c'est très impressionnant et ça contribue à battre un peu en brèche cette idée absolument absurde que l'usine reste un lieu sale. C'est un lieu parfaitement propre, extrêmement bien organisé et extrêmement moderne. Merci Éric. Merci à vous. Merci à toi. Je t'invite à rejoindre tes collègues. Merci beaucoup Éric. Alors, deuxième femme quand même à intervenir aujourd'hui, une autre ingénieure, femme aussi. Bonjour Cindy Rouvier. Jenny, pardon, décidément, voilà. Alors Jenny, pareil, même punition. Quel a été ton parcours? Donc j'imagine jusqu'à ta formation d'ingénieur, tu as eu aussi un parcours avec un questionnement sur, voilà, est-ce que je m'oriente finalement vers une filière masculine? Comment ça s'est passé et quelles sont tes activités aujourd'hui? Bonjour à tous. Donc, déjà, je suis super contente d'être face à vous aujourd'hui et un peu intimidée aussi, mais c'est un plaisir. Donc, mes études, j'ai choisi une filière scientifique.
Donc j'ai fait un bac scientifique et très sincèrement, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire comme métier. Donc ma conseillère d'orientation m'avait conseillé d'aller en classe préparatoire et que ça allait m'ouvrir des portes. Donc je l'ai écoutée et j'ai choisi une classe préparatoire en université. Donc ça me permettait de rester proche de ma famille. Parce qu'à 18 ans, je n'étais pas encore prête à quitter le cocon familial. Donc c'était pour moi assez rare, ça avait un côté rassurant. Et puis ça me permettait aussi d'avoir un diplôme. Un diplôme universitaire. Et ensuite, j'ai choisi une école d'ingénieur en matériaux. Donc là, l'idée, c'était d'avoir un spectre large. Donc matériaux, ça m'ouvrait des possibilités pour travailler dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans le biomédical ou le bâtiment. Et à ce moment-là, je ne savais toujours pas non plus ce que ça voulait dire d'être un ingénieur. Et j'ai eu la chance, dans mon école d'ingénieur, d'avoir des intervenants industriels qui nous dispensaient des cours. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai eu vraiment une révélation. Et je me suis dit, d'accord, c'est bon, j'ai choisi la bonne voie. C'est effectivement ce que j'ai envie de faire. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir un stage chez Airbus Hélicoptère. On m'a embauché ensuite à l'issue de mon stage en tant qu'ingénieur calcul. Donc j'ai fait 5 ans d'ingénieur calcul. Ça me permettait de connaître le produit, d'avoir une vraie connaissance technique et j'ai adoré cette expérience. Mais ce n'était pas la filière que j'avais envie de suivre en tant qu'expertise. Donc j'ai voulu me diversifier, avoir une vision un peu plus large. Et donc j'ai choisi un rôle de chef de projet pour avoir un rôle plus transverse. Donc je l'ai exercé pendant 6 ans. Donc c'était un métier passionnant avec de nombreux challenges et énormément de leviers de satisfaction, beaucoup de victoires au quotidien. Et ensuite, on m'a proposé de m'orienter vers le management hiérarchique. Donc, ce n'était pas quelque chose qui m'attirait forcément. Je ne me sentais pas forcément capable, mais j'ai accepté le challenge. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Et je pense que c'était vraiment le bon choix, parce que je suis vraiment épanouie dans ce rôle-là. Et donc, je suis responsable méthode pour les projets d'innovation et de développement. Et j'ai une équipe de 20 personnes avec des métiers qui sont très variés. Donc, on a des préparateurs, des programmeurs, des outilleurs et des chargés de projet, donc des techniciens et des cadres. Et on est vraiment à l'interface entre le bureau d'études, donc comme en ont parlé Cindy et Benoît, et le secteur de la production, donc comme Eric. Donc nous, on est au milieu, et notre rôle, c'est de fournir tous les éléments à la production dont elle a besoin. C'est la documentation, donc on peut le décrire comme une recette de cuisine, par exemple, si on fait une comparative culinaire, les pièces pour pouvoir fabriquer, les ingrédients, les outillages, et donc tout ça, ça nous permet de faire un beau gâteau, les pales des hélicoptères. Et voilà, donc c'est un métier passionnant. Et ce que j'adore dans mon métier aujourd'hui, c'est le côté relationnel. On a dimension humaine, je peux faire du management de proximité, on relève des challenges techniques tous ensemble. Et il y a une très grande diversité, comme on a parlé, une très grande diversité dans les métiers aussi, ce qui est très riche et ce qui est très inspirant et nous donne des parcours professionnels pour chacun uniques. Et voilà. Et c'est très bien, et c'est un très beau parcours. Alors, Jenny, moi, je vais revenir sur ce parcours. Tu as fait à peu près, quand on regarde dans les statistiques et quand on regarde la difficulté que le secteur de l'industrie a attiré des femmes, tu as fait à peu près tout ce qui fait peur aux jeunes femmes aujourd'hui. Des études de mathématiques, et on voit bien que la problématique de la féminisation des métiers de l'industrie, elle démarre dès les études secondaires avec le choix de filières plus littéraires que scientifiques, donc des mathématiques, la prépa, l'école, les matériaux, le calcul, enfin tout ce qui peut. Alors, maintenant que tu as fait peur à toutes ces jeunes filles qui disent « mais non, vraiment, ça ne sera jamais pour moi, puis de toute façon, vu ma dernière note en maths, ça sera absolument impossible », qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les rassurer sur le fait de rentrer dans ce parcours ? Je pense qu'on a tout à fait notre place dans l'industrie. Moi, j'ai trouvé la mienne. Je suis épanouie aujourd'hui, et puis je ne me sens pas une femme parmi les hommes. Je suis une femme, c'est indéniable, et j'essaye pas de me fondre dans la masse des hommes, mais j'ai pas l'impression de l'être. Et nos métiers ne sont pas genrés. Comme l'a dit Cindy, on peut être attiré plus par certains métiers. Il y en a pour lesquels on a plus d'attirance, mais tous les métiers sont accessibles. Et puis alors moi, je n'ai pas parlé de passion comme mes autres collègues, mais moi, je suis passionnée par l'aventure humaine. Et c'est une aventure humaine ici. Et voilà. Et donc, si on aime le contact humain, si on aime cet environnement-là, on peut être qu'épanoui. Et encore une fois, c'est un paradoxe parce que ce que tu dis, tu parles de ce contact humain, tu parles de cette proximité relationnelle. Et pourtant, Pascal nous dit, c'est 8000 personnes qui travaillent chez Airbus Hélicoptère, 50 000 personnes dans le groupe. On n'est pas du tout dans la PME
locale, l'entreprise du quartier. On est dans une entreprise de dimension mondiale. Donc, comment est-ce que tu expliques ce paradoxe apparent, en tout cas, d'une très grande entreprise, on s'y déplace en voiture, et en même temps, tu dis la relation humaine, la force de la proximité. Comment est-ce que tu expliques ce paradoxe, finalement, en tout cas apparent dans ce que tu dis? Oui. Donc on a une très grosse entreprise, mais on a quand même des équipes qui sont à taille humaine. Mon équipe, elle fait 20 personnes. Donc 20 personnes, on se voit tous les jours, on se côtoie tous les jours. Et sur le site, donc là on est sur le site de Marignane, mais moi je suis sur le site de Paris-le-Bourget, où on fait les pales des hélicoptères. Et on a une dimension encore plus resserrée, on est 750, et on ressent vraiment cet esprit de famille, on se connaît tous. Et donc oui. Et là encore une fois, ne pas avoir peur des grandes entreprises. Parfois, un certain nombre de jeunes se disent « oui, mais je risque d'être dilué dans des entreprises de très grande taille ». Finalement, on peut être dans une entreprise de taille mondiale et avec une relation vraiment de proximité et des choses qui rappellent finalement des entreprises qui peuvent être parfois d'une taille plus petite. Merci Jenny pour ce très beau témoignage. Je t'invite à rejoindre tes collègues et puis voilà, Martine, on va accueillir... Oui, merci encore Jenny. On va accueillir donc Christian Zabot. Bonjour Christian. Donc Christian Zabot est également ingénieur chez Airbus, mais aussi avec la particularité d'être un ingénieur pour l'école. Alors vous êtes le second ingénieur pour l'école que nous accueillons sur ces webinaires orientation Christian. Donc un petit rappel avec bien sûr la présentation de votre parcours et de vos activités, mais aussi en nous présentant un petit peu ce réseau d'ingénieurs pour l'école. Oui, merci. Merci de m'accueillir. Bonjour à tous. Donc, comme le disait Martine, je suis donc Christian Zabot. Je suis sur une mission d'ingénieur pour l'école. Donc, je suis toujours salarié de mon entreprise Airbus Hélicoptère. Je suis détaché auprès de cette association qui a pour vocation de rassembler des cadres de grandes entreprises pour partager nos compétences auprès de l'éducation nationale, les accompagner dans des projets de professionnalisation des jeunes. Donc leur faire connaître nos entreprises, leur faire connaître les métiers et les guider sur justement les compétences attendues par les entreprises. Voilà. Pour revenir sur mon parcours personnel, donc moi j'ai commencé par faire un bac option scientifique, j'ai complété par un DUT génie mécanique et productique. Après, j'ai continué sur une licence en matériaux composites. Tout ça avec un objectif très précis, c'était de coller aux matériaux qui constituent les aéronefs. Parce que petit, j'étais un peu comme Pascal, il y avait pas loin de chez moi un aéroclub, je voyais décoller des avions. Ça me passionnait, je regardais tous les jours les yeux en l'air. Bon, des fois on me disait tu rêves, tu planes. Bref, je rêvais, oui, mais je rêvais ma carrière. Donc c'est comme ça que j'ai construit mon parcours de formation pour aller vers l'aéronautique. Donc au départ c'était plutôt les avions. Et Pascal, lui, est passé de l'automobile à l'aéronautique. Moi j'ai fait différemment parce que j'ai commencé dans les travaux publics souterrains. Donc j'étais sous terre. Et donc je suis passé du monde souterrain au monde aérien. Donc là c'était la grande ascension. Et en fait, la passion m'est venue de l'hélicoptère parce que quand j'étais sur un chantier de travaux publics, j'étais en altitude et on se déplaçait en hélicoptère. Donc c'est comme ça que j'ai connu l'hélicoptère et c'est comme ça qu'est venue ma passion pour cet appareil. Voilà. Aujourd'hui, tu es ingénieur pour l'école et pas ingénieur à l'école, hein, je précise. Enfin, ça y est, l'école c'est fini. L'école c'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu observes? Est-ce que le métier a changé? Est-ce que la vision du métier a changé? Est-ce que les recrutements aussi ont changé? Tu as une vision, tu fais partie, comme Pascal, je le dis parce qu'il l'a dit avant moi, ou comme moi d'ailleurs, hein, des seniors. Est-ce qu'aujourd'hui, le regard des jeunes sur les métiers de l'industrie et sur l'aéronautique en particulier a changé? Alors, ce que je constate, c'est que le regard des jeunes est très différent aujourd'hui. Nous, à notre époque, nous les seniors, on était plutôt axés sur un métier. On parlait métier et avec nos parents, on parlait métier. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que les jeunes, c'est pas le métier qui les intéresse, c'est le produit et c'est la place du produit dans une position environnementale, sociétale, qui guide leurs intérêts. Donc c'est totalement différent. Oui.
Il va falloir faire l'hélicoptère zéro émission parce qu'il y a un avion zéro émission qui doit sortir. On ne sait pas quand, mais on ne sait pas comment. Mais il faudra faire l'hélicoptère zéro émission. Alors, mais j'ai vu qu'il y avait des hélicoptères électriques qui étaient en train de voler, ou en tout cas qui essayaient de voler. Alors, Et au on a biocarburant déjà aussi. chez Airbus Hélicoptère un hélicoptère qui vole au biocarburant. Voilà. Et la part hybride aussi est plus qu'en conception, puisqu'on a aussi des projets qui fonctionnent avec des énergies hybrides. Alors pour rassurer les jeunes et leurs parents, non, l'aéronautique n'est pas une activité qui pollue la terre et le ciel. Il y a aussi dans l'aéronautique des efforts extrêmement importants qui sont faits pour décarboner cette activité. Absolument. Absolument. Je voulais simplement aussi compléter mon parcours professionnel, puisque j'ai vu tous mes collègues auparavant ont décrit un parcours très linéaire, scolaire, classique. Je vous ai dit que j'ai rejoint l'aéronautique, mais pendant que j'étais donc salarié aussi chez Airbus Hélicoptère, j'ai préparé un diplôme d'ingénieur en cours du soir auprès du Conservatoire national des arts et métiers. Donc pour dire aussi aux gens les parents notamment, qui veulent progresser, qui veulent évoluer vers le monde de l'aéronautique, il y a des parcours possibles aussi par un investissement personnel qui peut se faire aussi hors temps de travail. La formation, c'est tout au long de la vie. Merci Christian. Je crois qu'on va accueillir deux jeunes, Anna et Théo. Et Théo, c'est absolument. Ça. Alors je crois savoir qui est Anna et qui est Théo. Ça devrait être assez facile. Alors, on va avoir deux témoignages de deux jeunes apprentis. Allez, je vous donne un micro, vous allez voir, vous allez beaucoup vous amuser Théo, avec tu ce peux prendre, micro. je crois qu'il est allumé. On va commencer par Anna. Soyons à la galanterie française, on dit qu'elle se perd pas toujours. Anna, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui, quelles sont tes études et vers quoi et qu'est-ce que tu aimerais faire? Alors moi, à l'heure actuelle, je suis encore en alternance en performance industrielle. Je fais un bachelor. J'ai commencé par un bac pro technicien d'usinage au lycée Airbus à Toulouse. Donc pendant l'année de bac professionnel, j'étais en terminale. J'ai préparé le meilleur apprenti de France sur tournage commande manuelle à Airbus Hélicoptère. Après ça, j'ai fait mon BTS dans la mécanique, toujours en alternance. Et j'ai poursuivi sur mon bachelor cette année. Et pour poursuivre l'année prochaine sur un master toujours en performance industrielle. Donc une formation très tournée vers l'atelier, hein, la mécanique, l'atelier. Ton rêve, ton objectif, c'est quoi? C'est de travailler dans un atelier comme celui-là? Moi, j'aime bien tout ce qui est mécanique, tout ce qui est produit. Enfin, on voit ce qu'on fait, on travaille directement sur une machine. J'aime bien ce côté-là proche de la production. Et c'est vrai que cette année, ce que je fais et l'année prochaine, ce que je vais faire, ça reste un métier support qui est très très proche de l'atelier, de la production. Alors, je vais faire la même remarque que j'ai fait, je crois que c'était à Jenny, hein, où je disais, c'est quand même pas courant qu'on ait une jeune femme qui dise, moi ce que j'aime c'est la mécanique, quoi. Si Théo le dit, ça me gênera moins ou ça me choquera moins. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes filles qui te regardent, qui sont de ton âge? Finalement, je ne suis pas sûr que la plupart d'entre elles aient pensé forcément un jour à travailler dans la mécanique ou dans ce type de système. Ben moi au début j'aimais pas trop ça, j'avais les mains dans la graisse, etc. Ça me plaisait pas trop. Et après en fait à force on se rend compte on fait quelque chose qui va aller sur un hélicoptère, c'est pas rien, ou sur un avion ou peu importe. Et en fait on se rend compte que c'est important ce qu'on fait et qu'en fait se salir les mains c'est pas très grave. Et être dans un environnement avec beaucoup de garçons, il faut faire sa place et après quand on y arrive on s'en sort très très bien. Oui, finalement les garçons sont gentils. Finalement ils sont gentils. Merci Anna. Justement, il y a un garçon à côté de toi, Théo. Alors Théo, toi, tu fais quoi? Je vois que tu as la tenue parfaite. Hein, tu es prêt où tu viens de travailler, où tu vas aller travailler. Qu'est-ce que tu fais exactement? Donc moi, bonjour, je suis aussi apprenti donc, à la MECA. Et j'ai effectué un bac pro donc, en apprentissage avec le centre de formation de Gistres. Et aujourd'hui, je suis en BTS, donc en deuxième année de CPRP, donc c'est conception et des processus et réalisation de produits. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis à la MECA en tant que rectifieur apprenti depuis du coup 4 ans. Et tu voudrais faire quoi?
travailler en tant que rectifieur à la méca. Ça, je m'en doute, oui. Si tu m'avais dit je veux être géomètre, je t'aurais dit il faut vite changer parce que ça ne va pas le faire. Mais est-ce que toi aussi, tu es attiré par certains types? On a entendu beaucoup de tes grands aînés dire qu'ils avaient envie de venir dans l'aéronautique, ils avaient fait ce choix par passion. Est-ce que toi, tu as des choses qui te passionneraient et que tu aimerais mettre en œuvre? Tu peux rectifier des pièces des boîtes de conserve, mais tu peux aussi rectifier des pièces d'avions de chasse. Entre les deux, il y a peut-être des choix personnels? Oui, ben moi j'étais passionné aussi par l'aéronautique, parce que c'est une passion qu'on partageait avec mon grand-père. Et du coup, ça m'a un peu aiguillé vers Airbus Hélicoptère aussi, dans le choix de faire mes études chez eux. La question que je vous pose à tous les deux, c'est la dernière question. Vous avez fait tous les deux le choix d'avoir un bac pro, donc déjà un bac qui vous engage vers les métiers, je dirais, des métiers concrets, des métiers de la technique, et ensuite un bac plus 2, finalement un bac plus 2, BTS, bachelor, bac plus 2, 3. C'est un choix que vous avez fait et que vous comptez poursuivre. C'est-à-dire, pour vous, c'est une étape, comme le disaient certains de vos prédécesseurs. Je pense notamment à Eric qui dit moi j'ai commencé par un DUT, puis comme ça je sécurisais mes arrières, et puis après j'ai continué. Est-ce que c'est votre choix aussi? Est-ce que c'est ce que vous avez envie de faire? Ou par contre de dire non, moi je fais 2-3 ans d'études, et puis je vais à l'atelier, ou je vais dans l'industrie et je bosse? Du coup, moi, je voulais arrêter après le bac professionnel, mais ma terminale, elle est tombée pendant le Covid, donc je ne pouvais pas avoir d'embauche. Donc j'ai continué en BTS pour ça, et en fait, en continuant, je me suis dit que ça me plaisait, mais je voulais pas faire une école d'ingénieur, parce que les maths, etc., c'était pas trop mon truc, et j'avais envie de faire quelque chose de vraiment proche de la production, et du coup, c'est pour ça que les études que j'ai choisies, elles contournent un peu le problème. D'accord, il y a plus de graisse par contre, dans les maths il y en a moins forcément. Théo? Moi pareil qu'Anna, je comptais arrêter après le bac, et au final mon chef il m'a proposé de faire le BTS, donc aussi en alternance avec eux. Et ça a été mon choix de continuer en BTS pour après avoir une certaine évolution derrière possible chez Airbus Hélicoptère ou dans une autre entreprise. En tout cas, on va remercier le Covid, qui n'a pas eu que du mauvais, et puis le chef, parce que des fois les chefs ont des bonnes idées, ça leur arrive pas souvent, mais parfois ils ont des bonnes idées. Merci beaucoup à tous les deux. Et je voulais juste rajouter, Frédéric, parce que lors des entretiens préparatoires que j'ai eu avec tous les deux, vous m'avez effectivement expliqué ce que vous faisiez, et c'est vrai que j'ai senti chez vous qu'il y avait vraiment une connexion finalement forte avec cet environnement, finalement, et que quelque part pour rien au monde, vous iriez vers d'autres secteurs que celui de l'aéronautique et plus largement de l'industrie. Alors l'idée, c'est aussi de faire passer des messages auprès des jeunes qui nous regardent. Alors Anna et Théo, qu'est-ce que vous diriez justement aux jeunes pour leur transmettre un petit peu de cette passion, puisque c'est le fil rouge aussi de cette émission, à ces jeunes qui nous regardent et qui ne connaissent pas grand-chose de ce secteur? Il ne faut pas avoir peur d'y aller, de se renseigner au moins, et après c'est ouvert à tout le monde, et il faut s'accrocher et on y arrive, quoi. Théo? Oui, voilà, c'est ça le message, qu'il faut suivre ses passions et oser y aller. Et voilà. Oser, c'est bien. Merci beaucoup Anna et Théo, et on accueille tout de suite d'autres jeunes également pour nous expliquer un petit peu ce qu'ils font et leurs enseignants. Donc j'accueille monsieur Joël Liabeuf, et donc qui est donc du lycée Jean Perrin à Marseille. Bienvenue monsieur Liabeuf, et bienvenue donc aux 5 jeunes que vous nous avez amenés. Alors pareil, monsieur Liabeuf, si vous pouvez juste en quelques mots un petit peu vous présenter et nous présenter un petit peu les formations, alors pas toutes parce que je sais qu'elles sont nombreuses et variées, mais en tout cas nous expliquer un petit peu la typologie de vos formations vers l'industrie. Très bien, bonjour à tous. Donc Joël Liabeuf, je suis directeur délégué à la formation professionnelle et technologique du lycée Jean Perrin. Donc le lycée Jean Perrin, c'est le lycée historique des formations industrielles à Marseille et je dirais pour la région sud.
Donc on va trouver au lycée Jean Perrin toutes les formations dans le domaine de la mécanique, par exemple, que ce soit la conception ou la réalisation, dans le domaine de l'automatisme industriel, dans le domaine de l'électronique, de l'informatique, de l'électricité, mais on fait aussi de la chimie, on fait aussi de la plasturgie. Donc vous voyez, les champs des possibles à Jean Perrin sont tout à fait en correspondance avec le domaine de l'aéronautique. On fait des formations du CAP, c'est-à-dire 2 ans de formation après la 3e, jusque donc au BTS, et même aujourd'hui au bachelor, parce qu'on a commencé de développer des bachelors dans le domaine de l'industrie. Et nous avons aussi traditionnellement à Jean Perrin les formations qui concernent les métiers d'ingénieur, puisque nous avons des classes préparatoires aux grandes écoles dans les domaines des sciences de l'ingénieur, de la technologie, qui conduisent vers toutes les grandes écoles d'ingénieurs. Donc, voilà. Merci. Merci. C'est bien d'accueillir le lycée. Et là, on va parler éducation. Donc, vous êtes venus avec 5 jeunes qui sont, je pense, tous les 5 au lycée. Alors voilà, c'est 5 jeunes du lycée. Il y en a 3 qui sont en classe préparatoire aux grandes écoles, donc physique, sciences de l'ingénieur, PSI, sont en 2e année, donc PSI. Et nous avons 2 jeunes qui sont en BTS, un dans le domaine de la conception, un BTS CPI, conception de produits industriels, et l'autre en BTS CPRP, conception de processus et réalisation de produits, comme Théo. Voilà. Mais donc, eux, ils sont en formation initiale. Allez, vous pensiez que vous seriez tranquille et que vous seriez juste venu regarder ce qui se passe, mais pas du tout. Vous allez prendre le micro. Et alors, votre prénom, jeunes gens, ce que vous faites, et puis surtout, pourquoi est-ce que vous faites les études que vous faites aujourd'hui ? Donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Milan Bekay et je suis en 2e année de classe préparatoire aux grandes écoles, donc dans la filière PSI, donc physique et sciences de l'ingénieur. Si j'ai choisi de m'orienter dans cette voie, c'est parce que je pense comme beaucoup d'entre vous, j'étais passionné d'aéronautique depuis que je suis tout petit et aussi de toute forme de science. Et je voulais pour mon futur avoir le choix de la diversité. Et quand j'écoute les témoignages des précédents intervenants, je suis satisfait de mon choix. C'est le but. C'est bien, tu n'y es pas encore, mais c'est bien de... Bonjour, moi je m'appelle Argo Alexandre, je suis comme Milan et comme Mathieu derrière moi, je suis en 2e année de prépa aux grandes écoles et moi, un peu comme Milan, sauf petite anecdote personnelle, moi en 3e j'ai fait un stage chez Airbus. Et j'ai tout de suite su que c'était ce train de vie-là que j'aimerais mener. Ce train de vie, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais en tout cas, tu veux travailler dans cet environnement. Oui, voilà, clairement. Bon, eh ben, tu vois, tu es gâté. Bonjour à tous, moi je m'appelle Mathieu Fauché. Je suis en classe préparatoire, comme les 2 élèves précédents. Donc j'ai toujours été passionné d'aéronautique. Moi je me rappelle la première fois où j'ai pris l'avion, j'avais 7 ans. J'ai toujours voulu être dans le ciel. Donc je me suis dit que prendre une classe préparatoire aux grandes écoles, c'était la meilleure solution pour avoir un maximum de débouchés dans cette filière et pouvoir accomplir un rêve comme vous tous. Alors je vais rester sur vous 3 avant de passer sur les 2 autres. On entend, si vous lisez la presse, je ne sais pas si à votre âge vous lisez beaucoup la presse et si vous n'êtes pas déjà pris par votre future carrière, mais moi à mon âge on a un peu plus de temps de lire la presse. Il y a une crise aujourd'hui des vocations, notamment sur les classes préparatoires. Les classes préparatoires ont du mal à recruter. Et une question se pose de savoir comment est-ce que nos écoles, nos grandes écoles, les grandes écoles d'ingénieurs notamment, vont être alimentées. Vous avez fait le choix d'une classe préparatoire sur lesquelles il y a eu quand même ces dernières années un peu de bashing. Les classes préparatoires, c'est des boîtes à concours, ambiance déplorable, on travaille tout le temps, on fait des choses pas forcément très intéressantes. En tout cas, alors vous, votre vision des classes préparatoires, et qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui hésiteraient à se lancer, à passer par ces classes préparatoires pour accéder ensuite aux écoles qui forment au métier de l'ingénieur? Alors, c'est vrai qu'au lycée, on nous parle beaucoup des classes préparatoires comme, excusez-moi du terme, mais de l'élite, de la voie royale. Donc, on nous dit que c'est une période très compliquée où il y a énormément de travail, où il y a énormément de compétition. Alors moi, je tiens à dire que, je ne vais pas vous mentir, c'est vrai qu'il faut beaucoup travailler, mais selon le lycée, par exemple, nous, au lycée Jean Perrin, on a une ambiance très conviviale, les professeurs sont là pour nous accompagner.
C'est une filière très intéressante étant donné qu'on apprend énormément de choses chaque jour. Aucun cours se ressemble, on apprend énormément de domaines et pour des jeunes passionnés de sciences, je pense honnêtement qu'il ne faut pas se mettre de frein, se mettre de barrières au vu de la quantité de travail parce que comme on a pu entendre juste avant, quand on va en classe préparatoire et qu'on est passionné, certes c'est du travail, mais on est content de se lever tous les matins pour apprendre de nouvelles choses. Une réaction de vos collègues, vous partagez, j'imagine, j'espère? Oui, globalement, je suis d'accord. On voit plein de choses différentes en cours. Au niveau de l'ambiance, pareil. Après, il faut se dire que c'est pas aller en classe préparatoire pour avoir Polytechnique. On sait très bien dans la classe qu'on n'aura pas Polytechnique tous. Enfin, en fonction du niveau, il faut toujours regarder en fonction de son niveau. Mais après, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas faire une carrière dans l'aéronautique ou dans l'industrie. Parce que justement avec une classe préparatoire vous allez avoir beaucoup plus de débouchés qu'avec autre chose. Et vous savez tous les trois d'ores et déjà vers quelle école d'ingénieur, avec quelle spécialité vous souhaitez vous orienter? Alors moi pour ma part j'aimerais bien avoir l'école des grandes mines, donc Supaéro, qui est surtout orientée aéronautique, aérospatiale. Je ne pourrais pas vous dire exactement le métier que je veux faire plus tard, mais je sais que dans ce genre d'école, on a énormément de diversité et que je finirai par trouver ma voie. Moi, j'aimerais bien j'aimerais bien rentrer à l'ENAC ou dans les écoles généralistes comme les mines, ou pourquoi pas comme Monsieur Eric, faire des mines par alternance. L'école des mines de Saint-Étienne par alternance, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mathieu? Moi, pareil qu'Alexandre, ça serait l'ENAC ou sinon une école d'aéronautique sur Bordeaux, l'ENSIMAP. L'ENSIMAC. L'ENSIMAC, Tout à voilà. fait. Ou sinon une école de l'aéronautique en alternance à l'ENAC. Mais en tout cas sur un format en alternance, je vois, quand même. Hein. Moi, non, c'était plus... D'accord. Hein. Ok. Moi, pas forcément. Pas forcément. Voilà. En tout cas, c'est bien parce que vous avez parlé de l'école des mines, donc c'est très bien. Ne changez rien. Si vous avez besoin de recommandations, je pense que Martine peut vous aider. Tout à fait. Voilà, l'ENAC Supaéro, effectivement, on voit que déjà vous êtes très... Voilà, ça y est, très orienté et que votre vision, elle est assez claire puisque vous choisissez des écoles qui mènent directement, en tout cas, qui sont dans les carrières de l'aéronautique, y compris de piloter des avions. Je pense à l'ENAC, par exemple. Merci. Alors là, on va repasser à un autre cursus, qui est le cursus du BTS. Et vous avez vu que parmi vos anciens, eh bien, certains étaient passés par ce cursus et avaient fait ensuite une très belle carrière. Donc c'est un cursus alternatif, je dirais. Vous faites quoi tous les deux? Quel est le BTS que vous avez choisi et vous vous destinez à quelle carrière? Bonjour à tous, je m'appelle Ferreira Moura André. Je suis actuellement en première année de CPRP. Ce qui m'a plu dans ce métier, c'est concrètement toucher la matière. Ça veut dire fabriquer les pièces concrètement et pas seulement faire la théorie dans un bureau. Principalement, c'est ça qui m'a plu. Par la suite, j'aimerais m'orienter vers l'aéronautique, parce que les avions, c'est un peu la passion de tout le monde. Tout le monde rêve des avions. Alors, j'aimerais m'orienter dans la fabrication d'avions ou d'hélicoptères. À partir du BTS, ou le BTS pour toi, c'est une étape et tu auras envie de faire autre chose après? Ensuite, j'aimerais bien faire une licence professionnelle pour rentrer, peut-être, qui sait, chez Airbus Hélicoptère. Bah, écoute, si tu as, je crois qu'il y a un DRH qui est ici, ça vaut peut-être le coup de commencer déjà à laisser ton nom. Merci. Ton voisin? Bonjour à tous, je me présente, Rezou Gimran. Je suis actuellement en BTS CPI, Conception Produits Industriels, au sein du lycée Jean Perrin, l'un des meilleurs lycées de Marseille et très renommé. J'ai choisi de faire cette filière suite à un bac STI 2D en e-tech, au lycée Jean Perrin aussi. Et j'ai choisi de faire cette filière et cette formation parce que dans l'industrie, on a beaucoup de débouchés par rapport au métier et par rapport au salaire aussi, parce que c'est très important, suite aux problématiques actuelles de la société.
Et aussi, j'ai choisi de me spécialiser dans l'avenir dans l'aéronautique parce que, petite anecdote personnelle, quand j'étais petit, mon père il travaillait dans l'aéroport de Marignane et il m'amenait voir les avions décoller. Et du coup, ça m'a plu et j'ai voulu devenir ingénieur en aéronautique. En tout cas, c'est une bonne motivation que de devenir. Est-ce que aujourd'hui, vous avez le sentiment que ce que vous faites est quelque chose qui peut servir d'exemple? C'est-à-dire que est-ce que vous avez le sentiment d'être un peu des exceptions, ou est-ce qu'aujourd'hui, cette envie de travailler dans l'industrie, cette envie de rejoindre des métiers qui sont des métiers de la production, vous la ressentez dans vos collègues? Moi, j'ai choisi de faire un BTS parce que déjà dans la formation de BTS, on mélange la théorie et la pratique. Et par exemple, ce qu'on apprend la théorie, on utilise pour réaliser certains projets par rapport sur des machines en 3D, d'impression 3D, ou sinon des découpes laser, ça dépend. Quand vous avez dit à vos parents que vous vouliez travailler à l'usine, quelle a été leur réaction quand vous avez dit que vous vouliez faire des métiers techniques, des métiers manuels, hein, quelle a été la réaction de vos parents? Est-ce qu'il y a eu de l'encouragement? Personnellement, je dirais que pour moi, mes parents m'ont toujours dit va dans le secteur que tu veux, fais ce qui te plaît et ça nous plaira aussi. Il faut que chacun fasse ce qui lui plaît avant tout. Et on y arrivera. Jeunes gens, de votre côté, est-ce que le choix de l'industrie, alors évidemment quand on choisit des avions, c'est tout de suite beaucoup plus valorisant. En tout cas, il y a une image qui est extrêmement valorisante. Quelle était la réaction de vos parents quand vous avez dit je veux faire le choix de ces métiers de l'ingénieur? Bon, moi, pour ce qui est de mon père, j'ai de la chance parce qu'il a toujours lui aussi été passionné d'avions et encore plus pour les travaux manuels. Ma mère a eu un peu plus de mal quand je lui ai dit ça parce qu'elle avait un peu cette image de l'usine où on travaille 10 heures en répétant en boucle le même geste. Mais en lui expliquant, en ayant fait certains forums avec elle, elle s'est adaptée à mes choix et comme a pu dire mon camarade juste avant, elle était heureuse que je fasse quelque chose qui me plaise réellement. Moi, personnellement, mon père adore l'aéronautique, donc il m'a transmis ça dès ma naissance, et à mon frère aussi. C'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai fait un stage chez Airbus. Et donc, pour moi, c'est inné en fait. Enfin, c'est depuis tout petit. C'est aussi un peu une rivalité avec mon frère aussi, parce que j'ai envie d'être meilleur que lui tout le temps. Du coup, je ne sais pas s'il y a une hiérarchie des ingénieurs, mais c'est mon but, d'être meilleur que lui. Et voilà. Le meilleur ouvrier de France, je ne sais pas s'il y a le meilleur ingénieur de France, apparemment non, mais on pourrait l'imaginer. Et voilà, donc c'est pour ça que je me passionne pour l'aéronautique. Merci. Alors, est-ce qu'il y en a un qui veut se charger d'une tâche compliquée, qui est le message à faire passer à vos collègues? Allez, s'il y a un message, s'il y a quelque chose que vous voudriez leur dire, c'est pas simple hein, comme question, vous leur diriez quoi à tous ceux qui hésiteraient encore en se disant, tiens, oui, pourquoi pas? Moi, je dirais que travailler dans l'aéronautique, en particulier dans l'industrie, c'est faire face aux défis de demain et surtout faire face à des problèmes qu'on rencontre et se challenger soi-même et donc résoudre aussi un challenge en équipe. Et c'est ça qui peut faire un aboutissement de votre vie, je pense. Et qu'il faut vraiment croire en ce qu'on est capable de faire et réussir à le faire. Ouais, j'aime bien l'idée du challenge. Hein, ouais, et moi, j'aimerais juste rebondir sur ce que tu as dit, Mathieu, sur le fait de participer et de contribuer à relever les défis de demain. Donc, j'imagine que tous, vous êtes particulièrement sensibles aux défis de la transition écologique. Et donc, est-ce que dans vos parcours d'ingénieurs ou en tout cas de personnes qui allaient travailler dans le secteur de l'aéronautique, c'est aussi une contribution à laquelle vous souhaitez participer? On parle de décarbonation, on parle d'avions propres, d'avions du futur et d'hélicoptères propres aussi. Est-ce que c'est aussi une motivation qui vous, on va dire, qui contribue en tout cas à vous investir pleinement dans ce secteur?
Pour moi, c'est évident aussi que quand on va faire ingénieur, quand on va travailler dans l'industrie, il va falloir faire face aux problèmes environnementaux. On en entend parler tous les jours, mais on se dit que à notre échelle, on peut faire quelque chose et c'est forcément en travaillant dans l'industrie. Ok. Merci beaucoup à vous tous. Et on espère effectivement que vos témoignages ont pu en convaincre beaucoup d'autres à intégrer vos filières qui préparent bien. Donc on remercie Monsieur Joël Yabeuf pour vous avoir conduit jusqu'à nous. Et puis bravo en tout cas pour toutes les formations que vous adressez pour l'industrie. Ça c'est effectivement un gros challenge et c'est bien de les faire connaître également. Merci beaucoup à vous tous et nous allons passer à donc un intervenant qui est en ligne, qui est donc précisément Gérard Laruelle. Est-ce que Gérard, tu nous entends? Non, absolument. Parfait. Bonjour Gérard. Alors, bonjour Gérard, à tout le monde. Je vais te laisser te présenter. En même temps, je dirais juste que voilà, toi aussi, tu es un ancien de l'aéronautique et que tu es toujours quelque part en service puisque tu es un gros contributeur et tu ne ménages pas ta peine pour aller dans les différents établissements scolaires prêcher un petit peu la bonne parole des métiers de l'aéronautique. Et donc, c'est pour ça que voilà, j'ai voulu que tu sois parmi nous pour diffuser aussi un petit peu à un auditoire un petit peu plus large tes messages, mais d'abord je te laisse un petit peu te présenter et nous expliquer un petit peu quel a été ton rôle dans tes différents postes. À toi Gérard. Merci Martine. Bonjour à tous, à toutes. Désolé de ne pas être à côté de vous. Bon, je suis en région parisienne, mais le cœur y est. Deux mots je dirais un peu de mon passé. Moi aussi, j'ai toujours été passionné d'avions. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y avait pas d'aérodrome à côté de la maison, mais peu importe, j'aimais les avions. Quoi faire? Je ne savais pas trop quoi. En tout cas, papa et maman, qui étaient ouvriers, qui avaient fait peu d'études, ils avaient le certificat d'études, disaient de toute façon, si vous travaillez, on était 4, vous pourrez toujours arriver à faire ce que vous voulez. Et donc, l'aide que j'avais de papa et maman, c'était tout le temps, c'était vrai pour mon frère et mes deux sœurs, c'était vous travaillez, vous faites, et tous les soirs, est-ce que vous avez bien appris vos leçons et est-ce que vous les savez? Parce que le critère, c'était important, c'était pas de les apprendre, c'était de les savoir. Bon, enfin, tout ça, ça m'a conduit tranquillement, comme j'aimais les maths, etc., puis globalement à bien travailler. J'ai fait une classe préparatoire au lycée Saint-Louis à Paris et je suis rentré à Supaéro. Et donc, je suis ressorti à 22 ans ingénieur de Supaéro. J'ai fait une petite carrière dont je peux vous dire deux mots. En tout cas, je me retrouve maintenant, j'ai été élu récemment à l'Académie de l'air et de l'espace, donc vous voyez que ma carrière aéronautique continue alors que j'ai 75 ans et ça me permet de retourner dans les écoles régulièrement, en particulier où on a mis en place une opération qui s'appelle PAX. PAX, on l'a appelé maintenant partenariat aéro-collège sympa, mais le but c'est de faire travailler ensemble une entreprise et un collège très voisin. Donc on est en train de faire des tests et ça marche très bien. Là, je travaille actuellement dans un collège à Palaiseau avec l'ONERA qui est juste à côté. Et ça fait 15 heures que je passe avec 27 collégiens. Tout le monde est content. Et le seul problème que j'ai actuellement, c'est que les classes voisines sont jalouses parce qu'elles voudraient aussi profiter de l'information sur l'aéronautique et l'espace. Deux mots de ma carrière. J'ai passé 20 ans à l'ONERA pour faire de l'aérodynamique. Alors un petit peu tous les véhicules. J'ai fait des fusées, des avions, des missiles, des prises d'air d'hélicoptères, des parachutes pour aller sur Vénus. Donc en fait, des choses passionnantes. Très très varié. Par contre, c'était essentiellement en mettant les mains, je dirais, dans les souffleries, aller dans tous les coins, aussi bien en France qu'à l'étranger. J'ai l'aérospatial, le nom d'aérospatial à l'époque, puisque maintenant c'est Airbus ou Ariane Group. En fait, j'ai rejoint cette équipe-là pour faire au début de l'hypersonique. Et ensuite, je suis devenu directeur de la recherche. Et puis ensuite, je me suis occupé d'essayer de mettre en place une école de l'espace
afin de coordonner la formation spatiale pour les 4 pays, pour tout ce qui était le domaine de l'espace. Je suis parti d'aérospatiale et en fait, très rapidement après, on est revenu me chercher pour créer le pôle de compétitivité aéronautique francilien qui s'appelle Aztec. Donc j'ai mis en place et que j'ai dirigé pendant 5 ans avant de prendre ma retraite il y a maintenant 10 ans. Et depuis 10 ans, je m'occupe des jeunes parce que c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Donc en fait, j'ai eu, je dirais, 2 fils rouges dans ma carrière, c'était la recherche et la formation, la motivation des jeunes. Donc en 2 mots, voilà, je dirais, comment j'ai occupé mes 75 premières années. En tout cas, Gérard, Paris a beaucoup changé parce qu'il y a des jardins japonais maintenant. Et moi, j'étais à Paris il y a quelques jours. C'est pas très japonais en ce moment, Paris, hein, et c'est pas vraiment des jardins. J'habite en banlieue. Ah oui, je vois. Alors ça doit être la banlieue, c'est pour ça. Gérard, est-ce que vous pouvez nous parler de l'association vous êtes président d'une association qui parle d'aéronautique de façon large. À quoi sert cette association? Elle réunit quel type de membres? Alors l'association, c'est la 3AF, c'est Association Aéronautique et Astronautique de France. C'est l'association française qui regroupe en fait essentiellement des ingénieurs du domaine aérospatial. Alors on est organisé par groupes régionaux. Donc il y en a à Paris, dans le Nord, Haute-Provence, il y a la Provence, le Côte d'Azur, Bordeaux, Toulouse, etc. Donc ça, il y a des activités par région et on a également des activités par commission technique. Donc l'aérodynamique, les structures, les matériaux, les lanceurs, l'aviation légère, etc. Et il y a un comité jeune qui a pour but, je dirais, de faire travailler ensemble, ou du moins de coordonner et de créer un réseau, je dirais, pour les étudiants et pour, en gros, jusqu'à une trentaine d'années, pour les aider à rentrer dans la vie active. Donc, on essaye de s'organiser, de faire des travaux un petit peu partout et de se coordonner. Bon, le but, c'est surtout d'avoir un réseau pour aider les jeunes, je dirais, à trouver des entreprises, des stages, etc. Donc, c'est notre job. Et alors, en plus, on a, comme on est essentiellement en région parisienne, là, de notre côté, on a un accord, par exemple, avec la mairie du 15e arrondissement pour, je dirais, aller plus loin vers les plus jeunes. C'est pour ça qu'on a des activités, par exemple, jusque dans les écoles, où je vais expliquer ce que c'est que des avions, des fusées, des hélicoptères, etc., à des jeunes de CM1, CM2 qui ont 10-12 ans. Et ça, c'est passionnant parce que vous parlez de la motivation, mais la motivation à des gamins de 10-12 ans, ça part, c'est absolument extraordinaire. Et on arrive à les passionner et je pense que c'est là de mettre, je dirais, des graines à ce moment-là, c'est là qu'après ça va pousser la passion. Alors, on est évidemment ici au cœur du monde aéronautique et des hélicoptères, mais vous avez beaucoup travaillé aussi, vous dites, dans le spatial. Alors le spatial, pour beaucoup de nos jeunes, je pense que c'est Thomas Pesquet dans l'ISS, mais c'est aussi tout un ensemble de métiers. Qu'est-ce que vous pourriez dire à nos jeunes, parce que le spatial, pour le coup, ça a encore une capacité d'attractivité ou d'attraction encore plus importante, mais peut-être aussi cette image extrêmement élitiste du cosmonaute. Le spatial, c'est aussi bien d'autres choses. Qu'est-ce que vous pourriez passer comme message finalement pour ces jeunes qui pourraient hésiter à rentrer dans ces carrières, qui pourtant manquent cruellement de techniciens, d'ingénieurs, d'ouvriers qualifiés? Alors, le spatial, c'est effectivement ce qui fait rêver le plus les jeunes. Quand on avait fait récemment une enquête pour demander quel était le véhicule qui était le plus intéressant pour les jeunes, la réponse était les véhicules interplanétaires. Bon, alors, en fait, la passion des jeunes, je dirais, vers l'espace est vraiment très importante et beaucoup veulent être astronautes. Bon, par contre, il faut, je dirais, dans l'industrie aéronautique, on doit avoir les pieds sur terre aussi. Parce qu'avoir les pieds sur terre, il faut savoir que pour être astronaute, il n'y en a pas beaucoup et qu'il vaut mieux commencer à réfléchir à un plan B et d'être peut-être simplement pilote ou même simplement ingénieur dans le domaine spatial, où il y a des quantités d'activités.
Alors ces activités dans le spatial, il faut également faire attention, c'est que l'activité spatiale représente environ, je dirais, 10% de l'activité aéronautique et spatiale. Hein, on lance en gros 8 fusées Ariane 5 par an. Mais comme vous disiez tout à l'heure, vous sortez 400 hélicoptères, Airbus, avion en sort, je ne sais pas combien, 700 environ. Donc l'activité aéronautique est beaucoup plus importante que l'activité spatiale. Et donc tous les jeunes passionnés par le spatial, je les pousse, mais par contre je leur dis, pensez à... Vous avez un domaine qui est très très vaste, et tout ça c'est les mêmes métiers en fait, hein. Alors, bon, moi, je suis aérodynamicien, bien sûr, pour l'espace, c'est pas beaucoup d'activités, mais tous les métiers de mécanique, les matériaux, l'électronique, etc., tout ça, c'est les mêmes métiers. Quelles que soient les études que l'on va faire, on va retrouver exactement la même chose. Vous avez aussi parlé de l'international, en disant, dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de pays. Est-ce que c'est pas aussi un sujet d'attractivité supplémentaire de dire aux jeunes qui nous écoutent, bah, finalement, on peut démarrer sa carrière en France, la poursuivre dans un autre pays européen ou partir en Asie, aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos jeunes sur cette capacité, dans ces métiers de l'industrie et de l'aéronautique plus particulièrement, cette capacité à pouvoir aller travailler ailleurs qu'en France? Alors, la première chose que je dirais aux jeunes, c'est apprenez l'anglais, hein. Parce que si vous ne parlez pas l'anglais, vous pourrez aller nulle part ou à peu près. Donc ça, c'est une condition sine qua non, hein, quel que soit le niveau, hein, qu'on soit compagnon, technicien, ingénieur, il est indispensable d'avoir l'anglais. Alors après, bon, on peut aller travailler partout. Moi, personnellement, je n'ai jamais travaillé, je dirais, un temps constant à l'étranger, mais j'ai beaucoup travaillé par des coopérations. Donc j'ai beaucoup travaillé avec les Américains sur des problèmes de statoréacteurs. On a beaucoup travaillé avec les Russes sur des super statoréacteurs. On a également avec les Japonais. Bon, puis en plus, moi j'ai fait beaucoup de conférences, comme j'ai fait de la recherche et de la formation. Donc ça m'a permis de beaucoup voyager et de faire un peu les quatre coins du monde. Et comme j'ai toujours la bougeotte, il n'y a rien de mieux. Puis en plus, connaître les activités des autres, connaître les cultures des autres, etc. Moi, j'ai fait, je dirais, j'ai un peu... Tous ces voyages, j'en ai fait un peu pour mes vacances, mais j'en ai fait beaucoup, je dirais, avec l'entreprise, avec l'ONERA et EADS, enfin Airbus maintenant. Mais c'est une vraie passion, hein, c'est... Merci Quand beaucoup. Quand j'étais petit, on m'appelait Gégé la balade. C'est tout dire, c'est tout dire. Alors j'avais juste une dernière, pas vraiment une question, mais on participe tous les deux comme membres de la commission technique compétences et formation de la 3AF, et nous préparons actuellement donc un événement le 6 avril. Donc je profitais de ta présence, si tu peux effectivement juste en quelques mots, et je compléterai au besoin, la présenter, parce que je pense que ça peut intéresser parents et élèves, voire industriels qui nous suivent, pour y assister, puisque c'est un événement qui aura la particularité d'être comme celui-ci en format hybride, en présentiel avec la mairie du 15e que tu citais tout à l'heure, et à distance également. Donc si tu peux juste donner quelques éléments pour pouvoir mieux percevoir et connaître ce qui se dira pendant ce temps d'échange. Vous en avez parlé là depuis le début, que le problème du recrutement était très important pour aller attirer nos jeunes. Alors il y a tout ce qui est motivation des jeunes réellement, puis après il y a la phase recrutement. Alors on a travaillé au sein de cette commission, je dirais, pour se poser les problèmes, pourquoi il y a des problèmes de recrutement. Donc on en a identifié 3. Un premier qui est simplement, les jeunes, je dirais, n'ont pas du tout la même vue du travail que nous, on l'avait il y a des 10, 20, 30 ou 50 ans pour moi. Donc c'est pas pareil, il faut repenser le contexte actuel, ça c'est le premier point. Le deuxième point, il y a quelque chose qui a beaucoup changé également, c'est l'apport du numérique. Il y a un tas de méthodes qui sont différentes maintenant, en particulier après la pandémie, où je dirais il y a des tas de choses qui se font différemment, l'arrivée du télétravail par exemple. Et puis le troisième point, c'était comment embaucher dans l'industrie aéronautique, sachant qu'il y a justement un certain bashing de certains pour se poser des questions pour rentrer. Donc on a essayé de trouver
6 grands spécialistes de ces sujets-là et on va organiser donc le 6 avril. Tout à fait. Pardon, le 6 avril de 17h à 19h30. Voilà, donc à la mairie du 15e, et on a des tables rondes et les inscriptions actuellement, je dirais, augmentent à grands pas. Donc on est très contents. Et pour vous inscrire, n'hésitez pas à aller sur le site de l'IMT ou de la 3AF. Vous trouverez directement le lien d'inscription. Merci beaucoup pour ton témoignage. Tu voulais rajouter? Oui, vas-y. Je vais rajouter, oui, au niveau des recommandations, moi je pense que il faut vraiment que le recrutement, l'orientation passe souvent par les parents. Donc je pense qu'il est important que l'industrie soit connue des parents et justement qu'on fasse passer ce message-là, que c'est par là qu'on va développer, on va réduire tous les problèmes du climat. C'est là qu'il faut expliquer aux parents que l'industrie est propre. On a vu tout à l'heure votre atelier et je suis tout à fait d'accord et ça permet d'accueillir les filles, même celles que, comme tout à l'heure, qui acceptaient de mettre un peu de cambouis sur ses ongles. Donc moi je pense qu'il y a un premier rôle, c'est vraiment les parents qu'il faut qu'ils nous aident. Le deuxième, je pense que c'est les enseignants. Les enseignants sont beaucoup trop littéraires et n'ont pas assez de culture scientifique. Au niveau des collèges, etc. Donc il faut vraiment qu'ils viennent dans les entreprises, visiter, discuter avec nous. Après, je pense qu'au niveau des écoliers, enfin des étudiants, il y a vraiment un problème de ne pas assez de culture générale pour justement aller voir, lire, écouter qu'est-ce qu'on fait dans l'industrie. Et aux industriels aussi, je pense qu'il faut qu'il y ait également des actions. Parce que certains disent on recrute. Lorsque vous dites là, Airbus, je ne critique pas du tout Airbus parce qu'il y a des quantités d'actions qui sont faites et c'est vrai pour d'autres grands groupes, mais beaucoup de petites entreprises, parce qu'il y a toute la supply chain alimentée. Et là, il faut absolument que chacun recrute un peu partout. Et il ne faut pas dire je recrute au dernier moment sans s'impliquer dans la formation initiale des jeunes. Donc, et vive l'alternance pour tout ça. Absolument. Et moi, je dirais, pour conclure, que la carrière, c'est 2000 lundis matin pour aller travailler. Hein. Vous pouvez compter 40 ans multiplié par 50 semaines, en gros. Donc, si vous partez travailler tous les lundis matins avec beaucoup de motivation, ben, la vie, elle sera passionnante. Et l'industrie aéronautique... soir, Gérard, quand même. C'est aussi 2000 vendredis soirs. On est obligé de le dire, quand même. Oui, mais quand on arrive le lundi matin et qu'on se fait plaisir, on y arrive très rapidement au vendredi soir pour le week-end et se reposer. C'est vrai. Merci beaucoup Gérard pour ta contribution et justement on parlait de formation et de formation initiale, ce qui nous conduit directement à l'ONICEP et à Virginie Stelz, donc, qui va pouvoir nous faire un petit peu sa séquence orientation. Bonjour Virginie. Oui, bonjour à toutes et tous. Bonjour Martine. Je vais vous présenter un panorama général de la formation française dans le secteur aéronautique, très rapidement, rassurez-vous. Et en effet, il existe une grande variété et un grand nombre de formations. Alors, on va passer à la slide suivante. Pardonnez-moi. Slide suivante. Ça va venir. Vous pouvez commencer, hein, c'est pas grave. Virginie, vous pouvez commencer. Oui, donc on l'a dit beaucoup cet après-midi. Il existe un grand nombre de formations et donc évidemment destinées aux femmes comme pour les hommes. Ces formations, bien, elles débutent après la 3e en lycée professionnel et ce jusqu'à Bac+5 voire Bac+8. Et la voie de l'apprentissage est très fréquente et à tous les niveaux. Concernant les adultes qui sont par exemple des salariés ou en recherche d'emploi, il existe également une offre très importante de certificats de qualification professionnelle, les CQP, qui sont délivrés soit en formation, soit dans le cadre de la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Slide suivante, s'il vous plaît. Pour la voie scolaire, le secteur aéronautique offre des diplômes donc de CAP et de Bac Pro, vous les voyez à gauche, en lycée professionnel. Et donc, on trouve beaucoup de formations en apprentissage dans ce secteur professionnel et dans le secteur de l'aéronautique notamment. À droite, pour le lycée général et technologique, il est important d'opter pour un ou plusieurs enseignements de spécialité adaptés.
Donc ça, il faut insister là-dessus. En première, vous devez donc déterminer la teneur de votre bac et c'est très important le soin que vous apporterez au choix de vos enseignements de spécialité. En voie générale, il est recommandé de choisir au moins une de ces spécialités, sciences de l'ingénieur, physique, chimie, mathématiques. En voie technologique, le choix de l'enseignement de spécialité, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques est fortement conseillé pour ceux qui choisissent le bac techno STI 2D, qui s'appelle donc Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Les différents bacs, général, pro et techno, vont nous permettre de poursuivre nos études supérieures. Et là, on va passer à la slide suivante. À bac plus 2 ou 3, nous avons la possibilité de choisir donc de nombreux BTS. Vous en avez évoqué de nombreux déjà aujourd'hui sur le plateau. Un BTS, c'est donc un brevet de technicien supérieur. Nous avons aussi les BUT, après le bac, le bachelor université de technologie, un diplôme très récent. BTS et BUT permettent de s'insérer à des postes de technicien supérieur ou d'assistant ingénieur. Et comme le disait tout à l'heure un élève interviewé, les BTS peuvent être complétés en un an par une licence professionnelle qui permet d'approfondir ses connaissances ou d'acquérir une spécialisation. Un cursus à bac plus 5 donne accès à des fonctions d'ingénieur ou de responsable en bureau d'études, de qualité, de production, d'essai, de méthode. Et nous avons deux voies de formation pour suivre ce cursus d'études longues. Soit donc, obtenir un diplôme d'école d'ingénieur, soit obtenir un master à l'université, avec des mentions du type aéronautique et espace, sciences et génie des matériaux, énergétiques, etc. Les postes dans la recherche nécessitent quant à eux d'aller jusqu'au doctorat à bac plus 8. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc là, je vous ai dressé une liste de quelques spécialités, parce qu'il y en a en fait énormément en France. Je voulais vous montrer la grande diversité des diplômes, et ceux donc juste après le collège. Donc à gauche, CAP, Bac Pro. Donc beaucoup de spécialités dans la production, la maintenance. Vous voyez, pour le CAP, aéronautique, option avionique, option structure, opérateur, régleur en décolletage, outillage en outils à découper et emboutir, etc. Pour le Bac Pro, maintenance des systèmes de production connectés, aéronautique, option avionique, aéronautique, option structure, option système, etc. Donc, vous avez également beaucoup de spécialités de mention pour les BUT, les BTS, les masters que j'ai oublié d'intégrer à cette diapositive. Je suis vraiment désolée. Donc, beaucoup aussi de spécialités et de mentions pour le master. Donc, vous voyez par exemple BUT, génie industriel et maintenance, génie électrique et informatique industriel, mesures physiques. BTS, aéronautique, europlastique et composite, option conception, outillage, etc. La licence pro avec la mention métier de l'industrie, industrie aéronautique, etc. Concernant les écoles d'ingénieurs, je voulais préciser que vous pouvez choisir un diplôme. Alors ça a été déjà un peu expliqué tout à l'heure. Vous pouvez choisir un diplôme qui soit vraiment centré sur l'aéronautique, mais aussi un diplôme d'ingénieur qui est orienté dans une compétence qui est associée, ou encore un diplôme d'ingénieur qui peut être centré sur la mécanique, l'électronique, l'industrialisation, les matériaux, la supply chain, etc. Diapositive suivante. Donc j'ai mis quelques métiers, j'aurais pu en mettre tellement, des métiers donc, qui sont liés à l'aéronautique, aérodynamicien. Donc tous ces métiers, en fait, comme vous le voyez, sont liés à des niveaux d'études très différents. Aérodynamicien, chaudronnier, dessinateur, ingénieur en maintenance aéronautique, mécanicien d'entretien d'avion, sellier, technicien, technicienne de forge, technicien, technicienne d'essai, technicien électronicien, etc. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Là, on va parler des perspectives d'avenir qui ont déjà été évoquées.
Oui, donc pour conclure, aujourd'hui chez Airbus, 13 000 postes sont ouverts aux jeunes diplômés et alternants, hommes et femmes de tous niveaux. La filière Renault avec la croissance depuis 2022, avec l'augmentation par exemple de la cadence de production chez Airbus des avions de la famille A320 Neo, qui passe à 60 appareils par mois. Cette cadence va même être portée à 75 avions par mois en 2025, soit une hausse de 25%. Après, peut-être préciserez-vous les chiffres que j'avance. Voilà, et la dernière diapositive, c'est pour vous dire que tout ce que je viens d'évoquer et encore plus, vous le trouverez sur notre site du ministère de l'Éducation nationale, onisep.fr. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Virginie, et comme vous l'avez dit, donc toute information complémentaire est accessible sur le site de notre partenaire l'ONICEP. Merci encore Virginie, et on arrive tout doucement mais sûrement au temps des questions. Alors avant d'attaquer celles qui nous ont été transmises donc sur le chat de ce webinaire, j'avais juste un étudiant qui malheureusement ne pouvait pas assister à notre webinaire et qui m'a quand même transmis 3 questions, et ça va être pour toi directement Pascal. Donc c'est les questions de Pablo qui est en 2e année de BUT en mesures physiques, et il souhaitait savoir dans quel pays du monde Airbus Hélicoptère était implanté. Alors la réponse est facile, hein, partout. Okay. L'activité mondiale, 75% de nos salariés travaillent en France et en Allemagne, il faut le dire. Et au passage, effectivement, les carrières internationales sont très attractives. Bah oui. Mais par rapport à ce que disait Gérard, j'aimerais quand même rappeler que un des défis que nous avons à relever tous ensemble ici, c'est de montrer que nous sommes capables d'avoir une industrie aéronautique forte en France, ce qui n'est pas évident. Et on doit notamment compenser des structures de coûts qui sont assez élevées en France et en Allemagne par plus d'intelligence. Et justement, on fait le pari, en embauchant des ingénieurs et des gens très qualifiés, d'être intelligents et de faire la différence par rapport à la concurrence ainsi. Mais c'est un vrai pari, et j'ai dit en introduction que nous sommes fiers d'être le 3e site industriel de France, et nous entendons le rester. Donc si Pablo veut aller à l'étranger, ben, il y a plus de 35 Customer Centers, 80 Service Centers, c'est-à-dire des lieux de support aux clients dans le monde entier qui sont dédiés, comme le nom le dit, à apporter du soutien à nos clients. Et bien justement, c'est l'objet de sa deuxième question. Il recherche un stage pour l'année 2023-2024 et il voulait savoir s'il était possible d'effectuer un stage dans un des pays partenaires d'Airbus Hélicoptère, parce qu'il aimerait effectuer son stage à l'étranger pour notamment perfectionner aussi son niveau d'anglais. Est-ce que c'est possible? Bien sûr, c'est possible. Il suffit d'aller sur le site Airbus, et donc c'est très très bien fait, aussi bien pour une embauche que pour la recherche d'un stage. Airbus Hélicoptère, par exemple, propose 300 stages cette année et 300 postes d'apprentis. Donc il suffit d'aller sur le site, il y a toute la liste des stages et emplois proposés en France et à l'étranger. Dernière question de Pablo. Lorsque l'on rentre en tant qu'ingénieur, quelles sont les possibilités d'évolution de carrière au sein de l'entreprise? Illimité. Bon. Ça dépend de la personne, effectivement. Et vous voyez, je crois qu'à travers la palette de tous les témoignages, vous avez pris conscience qu'effectivement, les possibilités sont nombreuses. Et le président d'Airbus est un ingénieur? Je sais oui, plus un qui est le président polytechnicien, d'Airbus. effectivement. Voilà, donc c'est un ingénieur. Alors pour la petite histoire, d'ailleurs, puisqu'on a parlé de l'espace, je faisais un aparté avec Frédéric en lui disant que la future astronaute Sophie Adenau est toujours une pilote d'hélicoptère, puisqu'on le reste à vie. Ça, c'est pas mal, c'est bien de le souligner, effectivement. Alors, pour les questions qui sont là sur le chat, il y en a plusieurs. Alors, donc, je voulais savoir quels sont les métiers accessibles avec un BUT génie électrique, donc c'est GE2I, hein, concrètement. Je suis actuellement dans cette filière et je me pose des questions sur les métiers de l'aéronautique. Peut-être demander à Eric, avec un BTS, est-ce qu'on peut accéder à un emploi chez toi, par exemple? Un électricien peut avoir accès à plusieurs métiers chez nous d'opérateurs directement sur appareil, où en fait on a énormément de systèmes embarqués et de par les nouvelles technologies sur nos machines. Donc on a besoin d'électriciens qui vont à la fois câbler tous les fils à l'intérieur de la machine, mais aussi faire fonctionner les équipements. Donc on a déjà ce premier cœur de métier. On a une deuxième entité, plusieurs usines au sein d'Airbus qui mettent au point et qui fabriquent toute la partie électrique des hélicoptères. Donc on a à la fois l'intégration sur machine, la partie essai, mais aussi la partie fabrication. Donc avec un DUT génie électrique, vous pouvez être opérateur de ce type-là, mais vous pouvez aussi être, ce que présentait tout à l'heure Dini, faire partie des métiers de bureau d'études
et de préparation, de méthode, où vous allez définir comment on va fabriquer ces fameux équipements ou ces fameux harnais qui vont aller sur appareil. Donc ça vous ouvre déjà ces deux grandes familles, et bien évidemment ce que disait tout à l'heure Pascal, c'est illimité ce qu'il peut y avoir derrière. Merci beaucoup Eric. Autre question. Oui, Martine, sur la question de Pablo, c'était Jenny, je crois, qui est rentrée chez Airbus après un stage, c'est ça? C'est bien toi qui est rentré après un stage. Tu as fait ton stage dans l'entreprise et tu as ensuite été embauché. C'est ça, absolument. Donc c'est possible. Voilà. Est-ce qu'Airbus fabrique des véhicules pour l'armée française? Donc là, c'est le volet militaire. Et effectivement, je crois qu'Airbus Hélicoptère a aussi une activité militaire. Oui, Airbus fabrique de nombreuses machines pour l'armée française. Dans toute notre gamme, ça va de l'hélicoptère petit tonnage à l'hélicoptère grand tonnage. Et donc on fabrique des hélicoptères pour l'armée de terre, pour l'armée de l'air et pour la marine également. Et oui, c'est aussi une grosse partie de notre activité. D'accord, merci. Alors là, je pense que Pascal a cette vision un petit peu de hauteur. Quels sont les grands défis auxquels est confronté le secteur de l'aéronautique? On en a un petit peu parlé avec les jeunes. Oui. Alors on en a parlé, il y a bien sûr la décarbonation, ça a été mentionné. Effectivement, nous devons contribuer, comme tous les autres secteurs d'activité, à réduire notre empreinte sur l'environnement. Et j'en profite d'ailleurs pour dire qu'il n'y a pas que le carbone. Il y a le carbone, mais il y a aussi d'autres défis. Réduire l'empreinte, par exemple, en consommant moins d'eau, en générant moins de gaspillage. Et en tant que DRH, j'ai même envie de dire, améliorer l'empreinte qu'a le travail sur les personnes. Notamment cette période un peu troublée où le travail est décrié. Nous pensons que le travail peut aussi être source de satisfaction. Et donc, quelque part, avoir une empreinte positive du travail sur la vie des hommes et des femmes qui sont chez Airbus, ça nous paraît important et nous nous y attachons. Donc ça, ce sont tous les défis. Alors, il y en a beaucoup, et je disais tout à l'heure également, quand on est dans ce bâtiment, on pense automatiquement à Industrie 4.0, puisqu'effectivement, ça a été un élément de révolution, de poursuite de la transformation de l'industrie, avec plus de numérisation, de digitalisation, d'automatisation. Nous, il nous semble qu'on est déjà bien plus loin. Et maintenant, on appelle ça Industrie X.0. X parce qu'en fin de compte, les défis arrivent très rapidement. Gérard l'a dit tout à l'heure, le travail à distance avec le télétravail, par exemple, il y a encore 3 ans, c'était quelque chose de très marginal. Et actuellement, nous avons pratiquement 30% de nos salariés qui travaillent à distance. Et ça, c'est un défi auquel on a dû faire face très rapidement. Donc X.0, ça veut dire que notre entreprise doit être résiliente et être agile, et relever les défis au fur et à mesure qu'ils se présentent en essayant de les anticiper. Très bien, merci Pascal. Alors là, une autre question. À partir de quel âge prenez-vous des stagiaires? Et je pense que dans la question, il y a aussi peut-être la problématique des stages de 3e. On a beaucoup de collégiens aussi aujourd'hui avec nous en plus. Donc c'est très vrai qu'effectivement, pour donner envie de rejoindre l'aéro, il faut ouvrir les portes, permettre aux parents de venir visiter l'entreprise, ce que nous faisons. Donc il y a une initiative tous les ans qui s'appelle l'entreprise extraordinaire, qui permet à distance aux familles, aux enfants, de découvrir l'industrie. Et il y a des témoignages de nombreux professionnels d'Airbus et d'autres entreprises qui y participent. Et je parle sous contrôle de Christian. Nous avons touché combien de jeunes l'année dernière? Plus de 200 000, je crois. 200 000 jeunes ont participé à distance et ont pu visiter l'entreprise à distance. Donc effectivement, nous ouvrons nos portes régulièrement. Pour des raisons de sécurité, tous les postes ne sont pas accessibles à des mineurs. Mais on s'efforce justement de le rendre possible et notamment d'accueillir maintenant depuis 2 ans des apprentis qui ont moins de 18 ans. Oui, parce qu'on se rend compte que finalement l'immersion, c'est quand même l'étape déterminante dans la conviction qu'on a de son orientation professionnelle aussi. Et je ne résiste pas à la tentation de le redire. Nous avons besoin de femmes, nous avons besoin de diversité. La diversité, ce sont des seniors, des juniors, des hommes, des femmes, des Français, des non-Français. Et justement, au niveau des femmes, nous sommes actuellement à environ 17% de nos salariés qui sont des femmes. Au niveau des recrutements, on atteint péniblement les 25-30%. Et en fait, c'est difficile de progresser vu que dans le vivier, il n'y a pas assez de candidatures. Et j'imagine qu'à l'école des mines, on a la même problématique, tout à fait. Le pourcentage de femmes est de l'ordre de 25-30%. Non, quand même, on se défend un petit peu mieux. C'est de l'ordre de 28% à l'échelle d'ensemble de notre groupe. On a certaines écoles
Je pense à IMT Minalbi qui est à 35%, mais en moyenne, on est comme à 28%. Et je te le concède, c'est insuffisant. C'est pour ça qu'on a créé au mois de janvier dernier le programme Ambassadrice, où on a 31 élèves ingénieurs filles et 4 élèves ingénieurs garçons. Et leur mission, c'est d'aller rayonner dans l'ensemble des établissements scolaires, collèges et lycées, pour simplement, comme vous, partager un peu leur expérience et essayer de convaincre d'autres jeunes de suivre un petit peu leur parcours. Et comme ça, on pourra aussi vous les adresser en bout de course. Parfait, merci d'avance. On est complémentaires de toute manière, on est complémentaires. Tu parlais de diversité, Pascal, et du coup, dans la diversité, on oublie souvent les personnes en situation de handicap. Alors, effectivement, il y a une loi qui fixe un ratio quant à l'intégration de ces personnels. Qu'en est-il à Airbus de l'intégration de ce type de personnes et de profils? Alors, Airbus est une entreprise particulièrement bienveillante par rapport aux personnels qui ont des reconnaissances de qualité de travailleurs handicapés, c'est l'expression consacrée. Oui. Et donc, nous avons deux moyens, nous avons deux voies pour permettre à des salariés qui sont donc handicapés de venir travailler sur notre écosystème. C'est de travailler dans le secteur dit protégé ou de travailler directement chez Airbus. Et donc, c'est quelque chose que nous faisons, je dirais, de façon régulière. Ce que je tiens aussi à dire par rapport à ça, c'est qu'effectivement, il n'y a pas que Airbus. On a beaucoup cité Airbus et je ne voudrais pas qu'on retienne qu'il y a Airbus qui recrute. Gérard l'a très bien dit, oui, nous recrutons, mais nous sommes tributaires de la chaîne d'approvisionnement. Et donc la supply chain ensemble, avec Airbus Hélicoptère à Marignane, ce sont 150 entreprises qui emploient environ 15 000 personnes. Et c'est vrai que si nous recrutons et que nos partenaires n'y arrivent pas, ça ne nous fait pas progresser. Donc c'est ça un peu la difficulté, c'est d'attirer du monde dans cet écosystème. Alors on l'appelle comme ça, écosystème, puisque nous sommes interdépendants et donc on doit s'efforcer de permettre à tout le monde de trouver des salariés et des compétences. Oui, donc Airbus Hélicoptère, c'est pas que Airbus, c'est tout un écosystème de sous-traitants et de fournisseurs aussi, j'imagine. Et d'ailleurs, notre projet de développement d'entreprise s'appelle DREAM. Donc c'est un acronyme qui signifie développer la résilience de l'écosystème aéronautique de Marignane. Pas mal, bien trouvé. Autre question, comment les recrutements dans le secteur de la maintenance aéronautique ont-ils évolué ces dernières années? Alors je sais que c'est aussi un peu le cœur de votre métier, la maintenance. Je vais prendre la question. Il a évolué énormément, je dirais, dans le numérique. Comme le disait Gérard, on propose beaucoup de solutions de connectivité à nos clients. Des solutions aussi pour être beaucoup plus prédictifs qu'avant, c'est-à-dire de ne pas attendre que la machine tombe en panne. Et donc, on fait beaucoup d'analyses de données en avance de phase et on informe nos clients vis-à-vis de certains équipements qui pourraient tomber en panne de façon prédictive pour qu'ils puissent justement anticiper et ne pas être pénalisés dans ces missions. Donc oui, on a mis beaucoup d'énergie et beaucoup d'activité dans le numérique pour pouvoir justement faire évoluer la façon dont on maintient nos machines en service. Et donc ça a beaucoup évolué justement dans toute cette partie digitale. Et donc forcément, vous avez investi dans tout ce qui est GMAO, capteur RFID, pour pouvoir remonter les données. Ça fait très longtemps, mais on a surtout fait en sorte d'avoir un réseau connecté des machines les unes avec les autres, avec aussi le site principal de Marignane, pour acquérir des données d'opérations qui se passent en vol, encore une fois, pour être beaucoup plus prédictif sur la durée de vie de certains équipements. Et vous recrutez aussi, j'imagine, pas mal de techniciens ou de responsables de maintenance? Absolument, il y a aussi également beaucoup de recrutement parce qu'on a aussi des contrats un peu spécifiques avec certains clients, comme dans l'automobile aujourd'hui où on garantit des voitures en leasing. Nous, on fait un peu la même chose, on garantit à nos clients une opération à l'heure de vol. Et donc, on se doit de maintenir la machine en vol pour que les clients, encore une fois, ne soient pas pénalisés dans leur opération. Et donc, oui, toute cette partie-là fait aussi, je dirais, partie des recrutements qu'on fait aujourd'hui pour ces sujets-là. Et est-ce que sur cette fonction de la maintenance, finalement, dans l'aéronautique, vous ressentez particulièrement plus de tension que sur d'autres fonctions? Absolument. C'est lié aux demandes et aux exigences des clients, encore une fois, qui aujourd'hui, finalement, n'achètent plus un hélicoptère. Ils achètent un service. C'est clair. Et donc, oui, évidemment, ça s'est beaucoup tendu ces dernières années. Et donc, on se doit d'être au niveau pour, encore une fois, qu'eux aussi puissent opérer et sécuriser leur propre business. Et là aussi, on est sur une difficulté qui est celle de l'attractivité de ces métiers de la maintenance.
dont on parle finalement très peu et qui sont quand même au cœur finalement des process industriels, parce que si les équipements ne marchent pas, il n'y a pas de production derrière. Donc là aussi, c'est un message qu'on peut adresser aux jeunes. Intéressez-vous particulièrement à ces métiers de la maintenance qui ont besoin effectivement de renforcer un petit peu ces équipes et qui sont des métiers complètement, on va dire, inscrits dans le 4.0 et qui n'attendent que vous. Autre question, alors ça rejoint un petit peu celle qu'on avait donnée tout à l'heure. Est-ce qu'il est possible de faire son stage de 3e chez Airbus, un hélicoptère ? Il est difficile de faire son stage de 3e chez Airbus. Pourquoi ? Parce que sur notre site, on a des difficultés à accueillir des mineurs. Voilà. C'est essentiellement la difficulté d'entrée des mineurs sur notre site qui nous limite, parce qu'on aimerait bien accueillir effectivement des jeunes de 3e. Merci Christian. Alors là, j'ai une question concrète d'un papa qui nous dit « Mon fils fait des études d'ingénieur franco-allemand en France. Il souhaite faire un stage dans la production usine chez Airbus Hélicoptère en Allemagne. Avez-vous une usine en Allemagne et si oui, où, s'il vous plaît ?» Je vais te passer la parole sur ce sujet. Oui, on est bien implanté en Allemagne sur la partie hélicoptère, mais sur l'ensemble du groupe Airbus. Donc, pour l'usine, elle se trouve à Donauwörth, donc c'est en Bavière, pas très loin de Munich, pour ceux qui connaissent. Et donc, c'est un site qui fait pratiquement 7000 personnes. Donc, c'est un gros site industriel sur lequel on a deux machines phares qui sont assemblées, qu'on voit tous les jours voler, notamment avec la gendarmerie nationale. Donc, oui, il est possible de faire des stages en Allemagne et le site est là-dessus. Et comme disait tout à l'heure Pascal, le site d'Airbus, le site internet, permet aussi de voir toutes les offres de stage de cette usine. Donc pas que limité aux offres finalement proposées en France, mais également dans vos implantations à l'étranger. Et le franco-allemand, c'est particulièrement important pour nous parce que ce sont nos racines. Bien sûr, Airbus Hélicoptère est un merger entre une activité hélicoptériste allemande et française. Et donc nous avons même un programme particulièrement original, c'est-à-dire que nos apprentis français peuvent aller étudier pendant 1 ou 2 semaines en Allemagne, et la réciproque est vraie aussi. Ouais. Donc si votre fils a envie d'être en Allemagne, il peut venir chez Airbus Hélicoptère. Il aura la possibilité, s'il le souhaite, de travailler des 2 côtés des rives du Rhin. Merci beaucoup. On arrive au terme de ce webinaire. Si vous aviez d'autres questions, sachez que sur le MOOC Ose les métiers de l'industrie du futur, il y a un forum de discussion. Donc n'hésitez pas à prolonger vos questions, vos demandes sur ce forum et nous vous répondrons rapidement. Donc voilà, on est arrivé au terme de l'émission. Donc j'en profite pour vous remercier toutes et tous. Frédéric, tu voulais peut-être ajouter quelque chose ? On va tous aller faire un tour d'hélicoptère maintenant, puisque c'était ce qui était prévu. Moi, je suis venu que pour ça, bien sûr. Alors plutôt un gros, parce qu'on est quand même assez nombreux. Non, je plaisante, il n'y aura pas du tout de tour d'hélicoptère, malheureusement. En tout cas, merci vraiment à tous. Le sujet était complexe, vous êtes nombreux, et vous avez juste été parfaits. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était passionnant. Vous voyez, je réutilise ce vocable, mais pour le coup, je me l'attribue. C'était passionnant. J'espère que tous ceux qui nous ont suivis, qui avaient envie ou qui hésitaient à venir dans l'aéronautique, c'est un métier merveilleux, les machines volantes, ça a toujours fait rêver les hommes depuis très longtemps. Et donc, écoutez, voilà, c'est des métiers formidables. Moi, je ne suis pas un industriel. Je ne l'ai jamais été et malheureusement, je ne serai jamais un industriel. Mais j'ai la chance d'accompagner des industriels depuis quelques années. Et c'est un métier absolument formidable pour des hommes et pour des femmes. Et je le précise aujourd'hui, vraiment. Et puis, vous avez un enjeu. Faites-nous voler cet avion, cet hélicoptère zéro émission. Je pense que c'est vraiment le challenge des 20 prochaines années. Et ça va nécessiter de la compétence, des jeunes, des femmes, des compagnons, des ingénieurs. Mais franchement, c'est un projet magnifique. Donc, bon courage à tous. Merci à tous. Et puis à très bientôt, certainement. Merci Frédéric. Alors, j'avais plusieurs petits messages à vous adresser parce qu'effectivement, ce webinaire vient clôturer la session 2022-2023 de ces webinaires orientation qui vous ont accompagné pendant 7 mois, depuis le mois de septembre, où on a essayé de vous parler d'industrie, vous donner un petit peu là aussi notre passion finalement pour l'industrie, pour que vous puissiez orienter vos carrières professionnelles vers ce secteur qui en a énormément besoin. J'en profite aussi pour remercier Perrine
qui nous a accompagnés sur ce projet depuis le mois d'octobre. On y est depuis plusieurs mois. Samantha également. Un grand merci à toutes les deux parce que c'était beaucoup de travail. Je voulais aussi en profiter pour remercier toutes les entreprises, les 2 écoles qui nous ont accueillis pendant ces 7 mois. Alors, je ne pourrais pas nommer tout le monde parce que ils ont été et elles ont été nombreux et nombreuses à participer au bon déroulé de ces émissions. Donc, merci beaucoup pour votre confiance et puis votre implication. J'en profite aussi parce que pendant ces 7 mois, j'ai eu quelques co-animateurs, dont Frédéric, mais aussi Bruno Grandjean et Michel Attimon. Donc je voulais les remercier infiniment pour simplement leur implication, leur participation et leur amitié. Et puis, je voulais aussi vous dire qu'on reviendra dès le mois de septembre prochain. La première étape pour renouveler cette nouvelle session 2023-2024, eh bien, elle démarrera du côté de Douai, à Tinques, précisément le 27 septembre prochain, chez Elanplast, une TPE qui est spécialisée dans tout ce qui est impression 3D. Donc là, nous ferons effectivement un focus sur les métiers de l'impression 3D, la fabrication additive. Et au mois d'octobre, donc le 25 octobre précisément, là, nous irons du côté du Loiret, chez Redex Group, pour là nous intéresser un petit peu aux machines-outils, aux équipements industriels. Et pour les autres dates, eh bien, je vous invite à nous rejoindre sur le groupe OSE, le groupe LinkedIn OSE, les métiers de l'industrie du futur, pour connaître toute notre actualité. Et également pour vous rester informés, vous pouvez aller sur le site de l'IMT, vous aurez toutes les dates. Je voulais encore juste vous dire simplement voilà, que nous allons revenir en tout cas dès le mois prochain, avec des petites capsules vidéo pour reprendre un petit peu les moments clés et vraiment les éléments intéressants pour vous qui avez envie de continuer à explorer ce domaine et ce secteur industriel. Et puis, voilà, je vous souhaite en tout cas d'avoir de bonnes réponses pour tous ceux et celles qui avaient posé vos vœux sur Parcoursup, que vous puissiez avoir vos souhaits d'orientation réalisés. J'espère que nombre d'entre eux vous conduiront vers l'industrie. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. Un grand merci à tout le monde. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Au revoir.